Bonjour à tous. Le numérique est devenu un enjeu essentiel pour l'école française qui a accumulé du retard en la matière. Alors au mois de février, l'Éducation nationale s'est déjà dotée d'une direction du numérique et les initiatives fourmillent déjà. Elles viennent d'associations ou bien encore d'acteurs privés. Mais voilà, à l'État justement de vérifier que ces acteurs privés notamment ne profitent pas de leur position, qu'ils enseignent bien des savoirs et non de la publicité. Mais plus largement, comment faire une véritable pédagogie liée au numérique? Quelles sont déjà aujourd'hui les bonnes pratiques? Réponse dans cette table ronde organisée à l'initiative de la députée socialiste Anne-Yvonne Le Dain et du sénateur UMP Bruno Sido qui tous les deux travaillent sur la fracture numérique. Ils ont rassemblé des enseignants et des chercheurs spécialisés sur ce domaine. On prend tout de suite la direction de la salle Médicis. Je voudrais saluer monsieur le directeur général, monsieur les professeurs et les journalistes qui nous ont fait l'honneur d'être là. Et ce matin, on me prête une triple qualité, celle de sénateur, de président de l'Office et de co-rapporteur d'une étude de faisabilité sur le risque numérique. Et permettez-moi de vous accueillir aujourd'hui au Palais du Luxembourg, salle Médicis, pour un échange de vues en forme de table ronde dans le cadre de l'élaboration de l'étude de faisabilité que je viens d'évoquer. Madame Anne-Yvonne Le Dain, députée, vice-présidente de l'Office et co-rapporteur de cette étude, ce dont je me félicite. Ayant déjà réalisé à ce jour près d'une quarantaine d'auditions, il nous est paru à nous deux, au fur et à mesure de celle-ci, que la question de l'éducation au numérique est au cœur du risque numérique et de la sécurité des réseaux. C'est pourquoi nous avons sollicité chacun d'entre vous afin d'avoir un échange approfondi sur ce que pourrait être l'éducation au numérique depuis la maternelle jusqu'à la maison de retraite, qu'on appelle EHPAD aujourd'hui. Le numérique, chacun le sait, a envie envahit nos vies à une vitesse sans cesse accélérée, et il serait difficile, voire impossible de s'en passer si jamais on en avait le désir. Cependant, souvent, notre apprentissage des outils numériques s'est fait sur le tas, pardonnez-moi cette expression, alors que, compte tenu de la technicité des nouveaux outils à notre disposition, il serait probablement préférable d'en apprivoiser les possibilités à partir de l'acquisition d'une vraie culture numérique, complétée par l'apprentissage des outils numériques à maintenir au service de l'homme. Mais je vais me garder d'anticiper davantage sur le contenu de nos débats, et les échanges de cette matinée vont se dérouler en 3 parties, ponctuées par 3 débats. Pour animer ces débats, il a été fait appel à un membre de notre conseil scientifique de l'Office, M. Kaufmann, Daniel, qui est d'abord un spécialiste des questions du numérique, puisque parmi ses nombreux titres et qualités, il est professeur à Télécom Paris Tech, c'est l'École nationale supérieure des télécommunications, directeur du LINX, qui est un centre de recherche regroupant des universitaires et des industriels sur les technologies de l'information et de la communication. Il a mené et dirigé des travaux de recherche dans le domaine des réseaux et services numériques du futur, publié des ouvrages et de nombreux articles scientifiques. Enfin, il a cofondé 2 sociétés dans le domaine des technologies, des télécommunications et de l'information. Je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté ce rôle difficile. Et sans plus attendre, je donne maintenant la parole à Madame Anne-Yvonne Le Dain, co-rapporteure de notre étude sur le risque numérique, qui souhaite également vous accueillir par quelques paroles, quelques mots de bienvenue, et éventuellement cadrer les débats. Je vous remercie de nouveau d'avoir répondu immédiatement et positivement à notre appel, et je suis impatient de vous entendre échanger sur cette passionnante question d'avenir de l'éducation numérique, et je donne la parole à ma collègue. Oui, bonjour mesdames et messieurs, merci d'être là, parce qu'en étant là, vous nous donnez de votre temps. Et c'est important, le temps est quelque chose d'essentiel dans la vie de chacun de nous, qui sommes tous à la fois chargés et pressés. Donc cette table ronde sur l'éducation numérique, elle part d'un principe que le monde s'accélère, on le sait depuis longtemps, c'est Alain qui l'a dit au début du XXe siècle, mais aujourd'hui le temps est une constante qui devient instantanée. On ne supporte plus rien qui ne soit pas fait dans la seconde. Et tout ça parce que depuis 5 ans, les smartphones sont arrivés qui nous mettent en connexion avec le monde entier. Les enfants, dans les cours d'école, ont des smartphones. Et communiquent de manière extrêmement rapide avec ces smartphones dans un langage qu'ils ont inventé, qui se simplifie en continu, qui est une sorte d'alphabet phonétique incroyablement vivant, et qui n'a pas d'interférence avec le monde des adultes et du monde tel qu'il se déroule
dans le monde, dans notre monde, celui de l'action, du pouvoir, de la raison, semble-t-il, essayons, et comment dire, de ce temps de l'adulte qui est à la fois très rapide pour chacun d'entre nous, mais très lent à l'échelle du monde qui change. Le numérique a bouleversé le monde. Les Américains l'ont pressenti il y a plus d'une vingtaine d'années, oserais-je même dire plus d'une trentaine d'années. Nous, en Europe, on le pressent, mais on marche lentement. Les débats actuellement au niveau européen sont extrêmement compliqués, lents, difficiles. Une décision vient d'être prise en ce qui concerne la protection des données personnelles, par exemple, mais qui est le fruit d'une maturation depuis 2 ans. Et dans un contexte difficile, où il y a 2 commissaires européennes qui sont impliquées et concernées, et où finalement tout le monde prenait son temps. L'affaire Snowden a d'un seul coup accéléré le dispositif mental et politique. Une espèce d'inquiétude est née, brutale, qui a surgi sur la protection des données personnelles, puisque d'un seul coup, nous avons tous collectivement, politiquement, médiatiquement réalisé que nos données étaient collectées, analysées, séquencées, découpées, exploitées, redistribuées, le tout dans des canaux qui sont des réseaux filaires ou virtuels, et que tout ce petit monde de données refabriquait ce qu'on appelle une nouvelle économie. Et d'un seul coup, cette nouvelle économie est devenue, est tombée sur la table en faisant un grand bruit, le risque. Donc la question pour nous, au-delà, donc nous travaillons sur ces questions autour du risque numérique avec, comme c'est gigantesque, ces 2 grandes valences, le monde des télécoms et le monde de l'énergie, mais évidemment, on sait bien, on sent bien que c'est le monde entier qui a changé. Et que la question de l'éducation numérique, elle est fondamentale. On ne peut pas continuer à se dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans peut-être, il faudra s'en occuper. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Les enfants ont des smartphones dans les mains. On a même vu aujourd'hui des poussettes sur lesquelles on a des petits appareils numériques qui permettent aux enfants de jouer. Ils sont dans la rue, dans la poussette, dans le jardin public, et ils peuvent taper sur leur smartphone. Enfin, un peu joli, dessiné par Fisher-Price. Vous l'avez peut-être vu, mais je le dis sous forme de boutade, mais c'est un fait. Donc la question est, pour nous, les législateurs, on interdit ou on permet? C'est aussi simple que ça. Donc c'est brutal comme formulation. Mais au bout du compte, c'est ça. Et par ailleurs, la question du numérique, souvent vécue comme un risque, peut être aussi une opportunité. Peut-on se dire que le monde se déploie et quoi qu'il arrive, il se déploiera? Est-ce qu'avec des digues, on enraye l'océan? Oui, éventuellement par tempête. Mais le sable continue à se déposer à l'amont, à se retirer à l'aval. Donc voilà, en matière d'éducation numérique, quel est l'amont, quel est l'aval? Y a-t-il un océan? Est-il déjà là? Sommes-nous en temps de tempête? Devons-nous construire des petits Olympus sur lesquels ils vont apprendre à barrer? Et que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Qu'est-il souhaitable de le faire dans un monde qui change, dans un monde qui est mondial, mais où nous vivons tous quelque part? Et par rapport à nos enfants, dont nous savons que déjà, ils sont dans le numérique, ils l'utilisent d'une manière complètement intuitive, sans connaissance, sans compétence, sans mesure. Dans ce monde-là, en matière d'éducation numérique, la responsabilité du politique, c'est de dire oui, il faut, ou non, il ne faut pas, et si oui, il faut, que faut-il faire, comment l'instrumenter, à partir de quel âge, dans quel moment, et derrière, il y a la question des moyens. Et s'il ne faut pas, eh bien après, ne pas nous plaindre, ce qui n'est pas simple. À vous. Merci, cher Anivol. Je vais immédiatement donner la parole à M. Kaufmann, qui va mettre en route la première table ronde, qui va nous parler de l'éducation numérique en milieu scolaire. Vous avez la parole. Je voudrais ajouter que pour les prises de parole, chacun 10 minutes, puis ensuite on fait une synthèse, questions-réponses. Voilà. Monsieur le Président, merci. Bonjour. Madame la Vice-Présidente, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Il fut un temps où l'écriture était une technologie innovante. Aujourd'hui, elle est immergée dans nos vies. On sait à quel point ça a révolutionné notre civilisation. La même chose arrive avec le numérique aujourd'hui. Il est immergé dans nos vies, dans la vie des citoyens, dans la vie des entreprises. Elle est devenue, c'est une technologie imperceptible souvent, mais qui a induit des bouleversements qu'on a déjà expliqués aujourd'hui.
Et puis, de nouveaux sont à venir. On parle d'humain étendu, de 4e révolution industrielle. Bref, les évolutions profondes sont à venir. Le numérique amène donc de nouveaux concepts, mais également de nouvelles formes de pensée. L'écriture a changé la manière de raisonner, la manière de penser. Le numérique le révolutionne d'une nouvelle manière, mais également de nouvelles formes de création. Et pour tout cela, il faut bien évidemment que la France, l'Europe reste au niveau d'un leadership. Pour cela, je suis convaincu qu'un besoin de formation accrue est nécessaire. Cela a été expliqué par Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente. Donc il y a une formation aux usages dont on va parler, les opportunités qui sont ouvertes par les nouveaux outils matériels, logiciels, mais également les risques qui ont également été déjà évoqués. Mais surtout, il faut penser à former les acteurs qui vont créer le monde de demain grâce à ces nouvelles technologies. Et donc je pense que c'est de tout cela qu'on va parler dans un premier temps, dans notre première table ronde, celle qui traitera de l'éducation numérique en milieu scolaire. On parle souvent dans ce milieu-là de lire, écrire, calculer, raisonner, programmer. Je trouve que le mot programmer ici est extrêmement réducteur et je suis tout à fait confiant que cette table ronde va nous permettre d'aller bien au-delà de la programmation dans ce qui concerne l'enseignement du numérique. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Voilà. Alors, la première table ronde va réunir Madame Catherine Becchetti-Bizot, ici présente, que je salue, qui est inspectrice générale de l'Éducation nationale, directrice du projet stratégique numérique au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur Pierre Lénat, ici présent, que je salue, professeur émérite, membre de l'Académie des sciences, président et cofondateur de la Fondation de coopération scientifique pour l'éducation à la science, La main à la pâte. Madame Sophie Penn, ici présente également, que je salue, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris-Descartes, qui est membre du Conseil national du numérique, et Monsieur Pierre Riconneau, et donc lui qui est chef du département Campus Technologie, direction des études, des éditions et du transmédia Universcience, que je salue. Vous avez la parole. On commence par vous, Madame, si vous voulez bien. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la députée, Monsieur le sénateur, de m'avoir invité à participer à cette table ronde qui maintenant se situe au cœur de mes préoccupations, comme vous en doutez. J'ai bien compris quelle était la commande. Vous souhaitiez avoir mon point de vue sur le sujet de cette nécessité d'introduire à l'école ce que vous appelez la culture du numérique, et non, je le note, l'éducation au numérique ou l'enseignement du numérique, ce qui en soi est un choix tout à fait intéressant. J'y reviendrai dans ma présentation. Donc cette nécessité de former de jeunes utilisateurs avisés, conscients et responsables dans leur usage des outils connectés, des réseaux sur lesquels ils déposent, ils font circuler leurs données personnelles, sans toujours avoir conscience, comme vous l'avez dit, des risques d'exploitation ou de manipulation auxquels ils s'exposent. Et donc c'est bien mon point de vue, avec toutes les réserves que cela suppose, que je vais vous exposer, et non une position officielle du ministère de l'Éducation nationale, je le précise, même si bien sûr dans mes fonctions actuelles, la question de la protection des réseaux et des données des élèves surtout est au cœur de nos préoccupations, et si dans mes fonctions actuelles je suis aussi amenée à contribuer à la réflexion générale et à la mise en place de stratégies dans le cadre de la loi de refondation de l'école de juillet dernier, qui met en avant de nouvelles responsabilités de l'école face au développement rapide des usages du numérique en classe. Cette loi nous oblige, nous fait obligation à repenser en conséquence les programmes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, les modalités d'apprentissage des élèves, les modes d'évaluation même et la formation des enseignants qui en découlent. C'est une mission très importante de refonte et de redéfinition qui a été confiée, je vous le rappelle, au Conseil supérieur des programmes. Et il ne m'appartient pas, bien sûr, de dire ce qui va
sortir, émerger des travaux de ce Conseil, auxquels participent, vous le savez, des parlementaires également, et qui doivent travailler en toute indépendance, en s'appuyant bien sûr sur des consultations et des expertises. Mais il est important de souligner que le ministre a clairement mandaté le président du Conseil supérieur des programmes, Alain Boissineau, pour intégrer les transformations nécessaires induites par l'introduction des outils numériques à l'école. C'est dans sa lettre de mission. Donc dans les enseignements, de réfléchir aux nouvelles connaissances et aux nouvelles compétences qu'il faut faire acquérir aux élèves pour qu'ils ne soient pas de simples consommateurs, comme on le dit souvent, mais d'une part des personnes conscientes des contraintes juridiques, éthiques et sociales dans lesquelles s'inscrit l'utilisation du numérique et de l'Internet, et d'autre part des individus autonomes dans l'utilisation de ces outils, c'est-à-dire des individus qui soient maîtres des langages et des nouveaux modes d'expression, d'échange et de collaboration, producteurs eux-mêmes, créateurs, designers, on pourrait dire, de leur savoir. Donc le CSP fera des propositions de programmes dans ce nouveau contexte, mais je voulais rappeler que le ministère de l'Éducation nationale a beaucoup avancé déjà ces derniers temps dans la prise en compte du numérique comme objet d'enseignement. Je souligne comme objet d'enseignement et pas simplement comme un outil au service de pédagogie plus traditionnelle et peut-être sans doute même moins adapté aux attentes et à l'environnement culturel des jeunes d'aujourd'hui que vous avez décrit, Madame la députée. Vincent Peillon a fait inscrire dans la loi du 8 juillet de refondation de l'école la création d'un service public du numérique éducatif. Et il a fait inscrire surtout l'obligation d'une éducation aux médias et à l'information, à l'article 4, au niveau du collège, éducation qui vise à préparer les élèves à vivre et à travailler en citoyens responsables dans la société de l'information et de la communication. C'est une première, cette inscription dans la loi, et c'est très symboliquement très fort. Cette éducation aux médias et à l'information, comme elle a été appelée, comporte des éléments de compréhension qui sont des éléments à la fois techniques, économiques et sociologiques des médias numériques. Et elle comporte aussi l'approche des processus qui sous-tendent le fonctionnement de ces objets et de l'Internet. Au ministère, dans l'éducation, de plus en plus d'acteurs et d'experts s'accordent pour promouvoir, dans ce cadre, une approche pluridisciplinaire de l'éducation au numérique, et s'accorde aussi sur la recherche de modalités d'enseignement qui soient fondées sur la pédagogie de projet, sur des démarches créatives et collaboratives, mettant en activité les élèves avec ces outils. Alors pour ma part, mon point de vue, il est celui bien sûr d'abord d'une inspectrice générale de lettres, donc de quelqu'un qui vient des humanités et qui s'est toujours intéressé au décryptage des textes, à l'analyse rhétorique, c'est-à-dire en fait à ce qui se cache sous les formes visibles de textualité, ce qui se cache comme intention, comme stratégie, comme écriture masquée. Je me suis également beaucoup intéressée à la relation entre technologie et écriture, c'est-à-dire à la manière dont tout nouveau support technique de l'écrit, depuis la tablette d'argile jusqu'à la tablette tactile, sans jeu de mots, en passant donc par le rouleau, le codex, le livre imprimé, l'écran d'ordinateur, donc la manière dont ces supports techniques conditionnent nos manières d'écrire, vous l'avez dit, Monsieur Kaufmann, de penser, de comprendre le monde et de vivre aussi en société. C'est pourquoi j'apprécie particulièrement que vous ayez posé la question en termes de culture du numérique et non simplement d'éducation à l'information ou d'enseignement du numérique. Je pense que ce serait mal poser le problème que de le poser de cette façon-là. C'est en tout cas un point important que ce changement de terminologie. L'informatique, vous le savez, à l'origine était une branche des mathématiques qui s'est autonomisée, constituée en sciences, pour devenir ensuite une industrie, mais qui aujourd'hui, beaucoup plus qu'une technologie, est devenue l'écosystème culturel dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes plongés. La culture dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire que cette culture impacte très largement tous les secteurs de notre vie au quotidien, notre rapport au savoir, nos relations sociales, nos modes d'échange et de travail, on l'a dit, nos organisations aussi, et nos représentations, nos systèmes de représentation.
Donc la substitution du terme numérique au terme d'informatique reflète bien le passage d'une technologie à une culture. C'est ce qui s'est passé au moment de l'invention de l'imprimerie, par exemple. Aujourd'hui, le numérique, c'est donc bien la nouvelle forme industrielle de l'écriture, comme dit Bernard Stiegler, et c'est pourquoi il est vraiment nécessaire de l'introduire, selon moi, à l'école parmi les apprentissages fondamentaux. Il s'agit d'une compétence transversale, d'une compétence du socle commun de connaissances et de compétences. Je sais qu'Alain Boissineau partage cette vision, qui doit traverser toutes les disciplines, qui doit relever de la responsabilité de tous les enseignants, et pas simplement des spécialistes, et des enseignants qui doivent être formés pour cela, dans sa conception, dans la mise en œuvre pédagogique de cette responsabilité nouvelle. Ça veut dire que chaque enseignant, dans le cadre de sa discipline, doit introduire cette compréhension, cette intelligence du numérique, des médias numériques, de ces processus, de ces usages, dans ces dimensions diverses que j'ai évoquées, sociales, économiques, éthiques, juridiques, techniques bien sûr aussi, axiologiques, médiatiques. C'est cette conscience qui s'accompagne, c'est une conscience qui s'accompagne, à mon avis, d'une connaissance des langages permettant d'utiliser les nouveaux instruments de notre culture. Donc vous voyez, je prends le parti d'une approche globale et intégrée de la culture numérique qui me semble bien correspondre aux objectifs de l'école républicaine et qui n'est pas contradictoire, entre parenthèses, avec le fait de pouvoir approfondir, par ailleurs, dans certaines filières, dans certaines options, à certains niveaux, au moment de la scolarité, l'enseignement de l'informatique. Il faut cesser d'opposer l'un à l'autre. C'est d'ailleurs déjà le cas, et ce n'est pas seulement le cas dans l'enseignement technologique ou dans l'enseignement professionnel, mais aussi dans l'enseignement général, je vous le rappelle. Au lycée, nous avons créé depuis 2 ans un enseignement informatique et sciences du numérique, ISN, en terminale de série scientifique. C'est un enseignement qui propose aux élèves, entre autres, une introduction à la science informatique, information numérique, algorithme, langage, architecture. Cet enseignement doit être étendu, il a déjà commencé d'ailleurs, depuis la rentrée, aux autres séries générales, littéraires et économiques et sociales du lycée général, avec évidemment des adaptations nécessaires au public de ces élèves, que constituent ces élèves, et des professeurs sont formés dans ce sens. Deuxième point, le brevet informatique et Internet, que vous connaissez sans doute, dont vous avez entendu parler, est en cours de rénovation. Nous l'avons déjà fait pour le lycée, récemment, où le B2I donc, intègre désormais la culture numérique. Par exemple, le domaine 1, travailler dans un environnement numérique évolutif et résolument tourné vers la maîtrise des pratiques numériques informatiques avec les notions de paramétrage. Il permet par exemple d'identifier, je cite, les enjeux associés au mode de codage et de programmation, diversité de programmation, open source, etc. En ce qui concerne le B2I, école et collège, il doit être rénové aussi à son tour pour aller dans le sens du développement de la créativité numérique des élèves. Et de même, on peut supposer que le Conseil supérieur des programmes fera évoluer les programmes d'enseignement de la technologie dans le sens d'une intégration des évolutions de l'informatique et des besoins de la société. Mais je le redis, au-delà de ces enseignements spécifiques, l'ambition de l'école, c'est bien d'assumer son rôle de formation générale de l'être humain et du citoyen, et le développement de l'esprit critique en particulier. La réponse de l'école au risque d'un usage dévoyé du numérique est une réponse résolument éducative et non une réponse sécuritaire, pour répondre à votre question en introduction, Madame Ledin. Donc pas une réponse sécuritaire, une réponse éducative qui passe sans doute par l'acquisition de connaissances et de compétences nouvelles, nécessaires bien sûr à l'indépendance et à l'autonomie des usagers. Mais cela va aussi, à mes yeux, dans le sens d'un rapprochement des disciplines entre elles, dans le sens de plus de liens, de transversalité dans l'approche pédagogique, plutôt que dans celui de la création d'une nouvelle discipline scolaire, alors que les enfants, il faut le rappeler quand même, ont 24 heures de cours par semaine, déjà bien chargés, segmentés, fragmentés, et il me semble que créer une discipline supplémentaire, alourdir ou superposer des couches d'enseignement n'est pas la solution.
L'acquisition d'une culture numérique ne pourra sans doute se faire sans provoquer une transformation profonde de l'organisation des temps et des espaces scolaires, des modalités d'enseignement. Elle ne pourra se faire sans compter sur l'engagement des élèves aussi dans des projets interdisciplinaires, sur leur participation à la construction de leur propre savoir. C'est vraiment comme ça que je vois l'évolution des programmes de l'école et surtout des conséquences de l'introduction de la culture numérique à l'école. Et cette acquisition d'une culture numérique ne pourra se faire non plus sans un déplacement du rôle du professeur, qui doit apprendre aux élèves à structurer le flux d'informations qui assaille l'esprit des élèves, donc, sur les réseaux, qui doit leur apprendre à comprendre que la connaissance n'est pas une marchandise ordinaire livrée à la logique industrielle et commerciale, comme le dit Bernard Stiegler, mais qu'elle doit se construire, qu'elle doit se structurer dans une appropriation et un usage bien compris des supports de transmission et de production du savoir. Alors pour finir, pour conclure, concrètement, je voudrais résumer ce que signifie pour les élèves cette acquisition d'une culture numérique, à mes yeux, susceptible de les protéger donc, de toutes les manipulations. Je retiendrai 3 axes. Il s'agit d'apprendre à gérer, à traiter et à évaluer les informations qui arrivent en flux permanent et auxquels les élèves sont soumis. C'est un premier niveau, mais il est très important, gérer, organiser, évaluer. Il s'agit, pour le deuxième axe, d'apprendre à produire eux-mêmes de l'information et à la diffuser en respectant un certain nombre de règles, c'est-à-dire, là aussi, à créer, échanger, participer, designer même, collaborer à la construction des savoirs en utilisant ces outils technologiques qui sont mis à leur disposition. Et dans ce cadre, il s'agit aussi de gérer leur profil et leurs données personnelles. Troisième niveau, enfin, comprendre les médias numériques dans leur fonctionnement global pour acquérir la distance critique suffisante, ce qui veut dire comprendre l'économie des médias, leur organisation, leur architecture, leur stratégie, d'une part, et ce qui veut dire aussi comprendre les processus par lesquels se structure l'information, les langages et les codes qui la sous-tendent, les algorithmes qui la traitent. Bref, avoir les moyens de s'approprier ces langages, de les manipuler pour en faire progressivement les instruments de leur expression et de leur pensée. Donc, en conclusion, vous le voyez, je suis pour une approche humaniste et non seulement techniciste des médias numériques. Elle me semble possible, elle me semble plus ambitieuse qu'une simple éducation à l'informatique ou enseignement de l'informatique. Elle nécessite que nous gardions au premier plan la formation de l'individu, avant tout, que nous repensions la pédagogie dans le sens du développement de l'enfant et du citoyen. Je vous remercie. Merci, madame. Et donc, je donne la parole à monsieur Léna, s'il peut tenir dans les 10-12 minutes. Merci. Pour qu'on puisse y avoir un débat après, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente, merci infiniment de m'avoir invité ce matin. Je ne suis pas un spécialiste de l'éducation numérique du tout, mais je vous parle parce que je crois que vous m'avez invité au titre de l'action conduite par l'Académie des sciences depuis près de 20 ans maintenant, qu'on appelle la main à la pâte, et qui nous a amené en fait à rencontrer un certain nombre des problèmes que rencontre aujourd'hui l'enseignement du numérique ou l'éducation numérique. Donc peut-être peut-on extrapoler un certain nombre de ces résultats. Vous avez intitulé votre table ronde, votre rencontre, le risque numérique. Il y a effectivement plusieurs catégories de risques. Il y a le risque que courent les enfants et les adolescents devant les réseaux. Je n'en parlerai pas puisque l'Académie des sciences a formulé un avis, l'enfant et les écrans, assez considérable il y a 1 an, qui a connu d'ailleurs un écho considérable dans le public et la presse, et qui montre à quel point notre pays, les parents, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les médecins, les psychologues sont sensibles à tous ces aspects de risque. Ce travail n'était qu'une première ébauche et demande à être poursuivi à l'évidence. Mais il y a un autre risque, qui est le risque de manquer cette
révolution de l'histoire que représente le numérique et que notre école reste en arrière de la main sur ce sujet, avec les conséquences sur les enfants, leur avenir, leur culture, comme Madame Bizot vient de le rappeler, mais aussi leur métier et leur avenir professionnel. Et au-delà de ces questions qui touchent chaque enfant, chaque adolescent, chaque individu, il y a bien entendu les questions qui touchent l'économie du pays et qui ne sont pas évidemment indifférentes. Alors, en quelques mots, je vous rappelle ce qu'a fait la main à la pâte pendant les 18 années passées, en lien très étroit avec nos ministères, mais en se situant tout de même à l'extérieur du système éducatif, ce qui a été à la fois une force et une occasion extrêmement intéressante de dialogue. Le but était de transformer l'enseignement des sciences expérimentales en primaire et au collège pour tous les élèves, et non pas pour ceux qui feraient des sciences dans le lycée général, mais pour tous les élèves, avec évidemment l'objectif de citoyenneté. Une pédagogie active et progressive dès l'école maternelle. Le point le plus important peut-être était la nécessité d'accompagner les professeurs, parce qu'à l'école primaire, beaucoup d'entre eux n'avaient des sciences qu'une vision très limitée, et au collège, le cloisonnement disciplinaire intense que l'Office a déjà souligné dans son récent rapport n'était pas là pour aider. L'objectif de mutualiser et de partager les succès a été suivi par toutes sortes de méthodes, et puis de ne pas se limiter au niveau national et de profiter des liens très étroits des académies des sciences entre elles pour travailler au plan européen et même international. Alors, dans tout ceci, ce qui a été caractéristique, c'est au fond d'amener des professeurs à voir autrement la science. Et les sciences de la nature, les sciences d'observation dont il était question ici. Et finalement, le problème est assez semblable pour le numérique. Il faut amener les professeurs qui ont des parcours personnels extrêmement différents à regarder autrement ce monde qui surgit pour eux. Donc je voudrais partager mes réflexions sur 5 points très rapidement. Premièrement, la science informatique. Deuxièmement, les TIS. Troisièmement, des champs de créativité pour les élèves. Quatrièmement, la question des manuels numériques qui, je crois, est importante. Et enfin, la question centrale du développement professionnel des enseignants. Alors, s'agissant de la science informatique, le rapport qu'a produit l'Académie des sciences sur faut-il enseigner l'informatique, et dont Gilles de Houeck a été la cheville ouvrière auprès de nos confrères Gérard Berry, Maurice Niva et d'autres, est évidemment le produit d'un très gros travail de l'Académie que je ne vais pas résumer en quelques minutes. Je suis certain que Gilles de Houeck va vous en reparler. Au fond, le rapport est construit sur les 4 idées centrales qui structurent cette science informatique aujourd'hui: algorithmes et machines, langage et information. Chacune de ces composantes existe depuis des centaines, voire davantage d'années, mais c'est leur convergence autour de technologies nouvelles, de langages nouveaux, d'algorithmiques nouvelles qui fait la puissance de la science informatique aujourd'hui. Il est possible, et c'est la thèse du rapport que je reprends ici et qui est tout à fait en consonance avec ce que vient de dire Madame Bizot, il est possible de commencer cette entrée dans cette science dès l'école primaire, dès l'école maternelle, peut-être même dès le CP. On y retrouve un certain nombre de compétences, connaissances, culture, car il est extrêmement difficile, là aussi, de faire un découpage très précis entre ces 3 composantes, créer un matériel, modéliser, entrer dans le langage formel, qui n'est après tout qu'une forme de l'abstraction, traiter des données, apprendre que les dimensions, les volumes de données sont des composantes importantes, abstraire, rechercher des invariants dans un problème, interagir avec un objet matériel, et finalement conduire un projet. Nous retrouvons là d'ailleurs beaucoup de caractéristiques de ce qu'a été la lente pénétration de la main à la pâte dans l'école primaire. Le deuxième aspect, je serai très bref, c'est l'utilisation élémentaire des TIS, parce que beaucoup a été fait par le ministère de l'Éducation nationale depuis 10 ans avec le brevet informatique et bien d'autres aspects. Ce n'est pas à mes yeux l'aspect le plus important. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont en général beaucoup plus rapides et efficaces que nous sur l'utilisation de l'outil.
l'utilisation basique, je dirais. Il ne s'agit pas du tout ici de l'utilisation créative nécessairement. Mais en se limitant à l'utilisation, il est certain qu'on ampute beaucoup le contenu même de ce que doit être l'éducation au numérique. Je voudrais dire, peut-être sur le point précédent, une question vive que nous avons rencontrée en ayant été consultés par le Conseil supérieur des programmes tout récemment et par Alain Boissineau, à savoir, faut-il mettre ceci dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture? Et là, on rencontre une vraie difficulté dans la mesure où se pose immédiatement la question de qui va enseigner. Et il y a deux choix possibles, effectivement. Le premier, vous l'avez rappelé, Madame Bizot, c'est que tous les professeurs, quelle que soit leur discipline, deviennent qualifiés sur l'impact qu'a la culture numérique dans la conception même intellectuelle, abstraite et concrète aussi de la discipline. Et ceci peut s'appliquer au français avec le correcteur d'orthographe, ou à l'histoire avec l'utilisation des bases de données, ou à la géographie avec l'utilisation des systèmes cartographiques et de Google, ou à la physique avec la simulation numérique, etc. Ou bien au contraire, considérer qu'il faut former des professeurs spécialisés, donc une nouvelle discipline informatique. On peut débattre de ce point, nous l'avons beaucoup fait à l'Académie des sciences. Il y a des arguments pour l'un comme pour l'autre aspect. Personnellement, je crois que la première vision de faire percoler le numérique et l'informatique dans l'ensemble des disciplines serait la meilleure, mais elle a un corollaire particulièrement aigu, qui est la formation des professeurs. Et il ne faut pas sous-estimer le coût que peut représenter une telle formation à grande échelle. Aussi, il est peut-être raisonnable d'inscrire dans le socle commun comme un objectif contraignant à terme que l'informatique fasse partie du socle commun, mais que des étapes soient prévues et que, en réalité, ces étapes ne pourront être satisfaites que si un très important programme de formation des professeurs est lancé. Et j'entends de formation continue, parce qu'il me paraîtrait déraisonnable, et nous avons rencontré une situation tout à fait semblable avec la main à la pâte, de se dire qu'on va bien former les jeunes qui sortent des SP demain, mais laisser les quelques 800 000 professeurs en fonction hors du champ de la transformation de leur pédagogie. Voilà, donc je passe sur les TIS. Un point vraiment très essentiel, c'est cette notion de créativité, qui est un champ magnifique à explorer, beau champ de créativité pour les élèves, et transformation au fond de leur mode d'accès au savoir par la recherche de données, les bases de données, la cartographie, évidemment les langues. Peut-on imaginer demain qu'on enseigne les langues de la même manière qu'aujourd'hui, quand la traduction automatique atteint une qualité qui ne cesse de s'améliorer depuis 3 ou 4 ans et qui demain rendra un petit peu dérisoire l'exercice traditionnel de la version ou du thème lorsque l'élève aura naturellement la possibilité immédiate d'aller rechercher la traduction. La simulation, j'en ai parlé. Donc cette nouvelle articulation des outils et des savoirs est une occasion formidable de créativité, mais celle-ci, contrairement à l'usage des TIS, ne saurait se développer sans être guidée par le professeur. Alors, il y a la question des manuels numériques, qui est évidemment importante, qui intéresse les éditeurs. Il y a manuel numérique et manuel numérique. Pour moi, un manuel numérique vertueux, c'est celui qui guide dans l'exploitation, mais qui guide de manière précise l'élève, ou, s'il s'agit d'accompagnement de professeur, le professeur, dans le cheminement au sein d'Internet. Nous savons tous que pour préparer une conférence sur un sujet donné, nous pouvons aller puiser dans l'immense réservoir que représente Internet, mais que la manière d'y puiser et la sélection de ce que nous en retenons est en fait extrêmement complexe. Et que pour nous guider dans cette complexité, nous avons besoin de tous nos savoirs antérieurs.
Le manuel numérique doit faciliter à l'élève et au professeur cette exploration par une construction en couches, et je crois que nous n'avons aujourd'hui que très peu d'exemples de bons modèles de manuels numériques. Le dernier point, c'est le développement professionnel des enseignants. Ça, c'est évidemment au cœur du sujet, surtout si la première option est retenue pour l'avenir. La main à la pâte a mesuré à la fois la complexité d'accompagner ce développement. Vous savez que nous mettons en place aujourd'hui, enfin vous ne savez pas, je crois que c'est tout récent, dans la plateforme magistère du ministère de l'Éducation nationale, un premier cours en ligne, un MOOC comme on dit, Vivre la science en classe, qui sera destiné à des milliers d'enseignants de l'école primaire sur ce qui est notre champ de compétences, donc l'enseignement scientifique. Nous mettons cela en place dans les bientôt 9 maisons pour la science au service des professeurs que j'ai eu l'occasion de présenter à votre office il y a quelques mois. Et ces maisons sont probablement, et nous y veillons déjà, un lieu, avec le concours de Gilles Dowek et de l'INRIA, un lieu où nous allons faire rentrer le maximum de professeurs. Alors c'est beaucoup de professeurs, puisque en 8 ans d'existence, ces maisons vont toucher près de 50 000 enseignants. Contractuellement avec les investissements d'avenir. Donc nous avons bien l'intention de faire rentrer l'informatique dans l'offre des maisons pour parler de ces contenus à ces professeurs. Voilà, donc ce dernier point, accompagnement des professeurs, cours en ligne, est à nos yeux absolument central. C'est probablement le seul moyen, avec des coûts raisonnables, d'accompagner le corps enseignant des collèges. Celui des lycées est relativement concentré dans les villes moyennes ou dans les grandes villes. Celui des collèges, heureusement, reste extrêmement diffus sur le territoire, sans parler de celui des écoles primaires, bien entendu. Et ce que ces années main à la pâte nous ont appris, c'est que beaucoup de ces professeurs de collège sont terriblement isolés. Même s'ils sont suivis par leurs IPR, et bien suivis, néanmoins les distances, le rythme de visite, la charge de travail, la transmission des instructions opérationnelles du ministère représentent pour les corps d'inspection une charge lourde, et les contenus demandent sans doute d'autres modalités d'accompagnement. Le monde numérique nous offre là une chance formidable, mais je répète, elle est coûteuse. Merci, Monsieur Léna. Et je donne immédiatement la parole à Madame Sophie Pen pour 10 minutes. Merci. Je vais prendre des risques, on va dire. Je vais quand même commencer en parlant des risques pour les enfants, en reprenant les risques les plus couramment décrits. Le risque d'être exposé, je les ai relus pour vous, le risque d'être exposé à des images dégradantes, le risque de manipulation psychique, de spoliation d'identité, les risques concernant les données personnelles, les escroqueries, agressions qui s'ensuivent, les risques d'addiction. On peut dire que les risques concernant les enfants au moment où ils grandissent, puisque je vais surtout parler des petits, à partir de 6 ans à 12 ans, disons, c'est ce qu'on m'a demandé. Ces risques combinent l'insécurité informatique, les mauvaises rencontres et les fragilités psychiques. Le pari qu'on peut faire, c'est que personne ne peut prémunir les enfants contre ces risques, sinon eux-mêmes. Et qu'une des premières raisons d'une éducation à la littératie numérique qui va combiner une littératie informationnelle et une littératie technique, c'est effectivement d'atteindre l'objectif qui est placé dans le socle, la responsabilité face aux objets informatiques. Mais plus généralement, ces risques-là, donc cette éducation non pas défensive au risque, mais au contraire donner aux enfants une compétence qui fasse qu'ils comprennent que sous le texte est le code, semble une nécessité dès le quotidien de l'enfant. Mais je vais me situer dans une sorte de prospective un peu emphatique et évidemment un peu idiote, mais comme le futur ne peut pas me démentir tout de suite, ça va passer. L'idée que c'est quand même très très difficile de dire qu'on va préparer les enfants à leur environnement de travail ou à leur environnement social, puisque le peu qu'on sait, c'est qu'on peut imaginer par exemple que cette salle, dans 10 ans, sera une gigantesque machine intelligente dont on ne sait rien, dont on sait surtout qu'elle n'aura sûrement pas d'écran et sûrement pas de clavier. Ça fait partie
des choses auxquelles il faut penser. On ne sait pas à quoi on les prépare. Mais on sait quand même qu'il va falloir une imagination hors du commun aux générations qui viennent pour dépasser la transition, les problèmes qu'ils vont affronter, les risques qu'ils vont affronter, les risques énergétiques, les risques écologiques, les risques économiques, les risques démographiques, les risques concernant la fin des matériaux fossiles, les risques alimentaires, etc. etc. Et la question, la façon dont j'ai interprété la proposition, c'est de se demander comment une culture digitale, informationnelle et informatique précoce peut développer des qualités chez ces enfants qui feront des générations futures aptes à affronter ces difficultés. Une autre mise en perspective un peu sévère, la puissante économie de services que nous avons bâtie dans l'après de notre société industrielle va elle-même subir des chocs d'une très très grande violence et très rapidement avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la robotique. On sait que de nombreux emplois qu'aujourd'hui nous investissons comme des emplois désirables pour nos enfants vont disparaître. Je pense à tous les métiers d'intermédiaires. On parle aujourd'hui non pas seulement du petit commerce, mais on parle des avocats, on parle des professeurs. On sait en tout cas que ces métiers vont se reconfigurer très profondément et que demeurera de ces métiers ce que nous tous ensemble saurons définir comme la part créative, la part irréductible de ces métiers. Par exemple, dans la médecine, si les médecins ne font pas aujourd'hui l'analyse de ce qui est précieux dans le colloque singulier qu'ils ont avec le malade, leur métier va disparaître d'une certaine façon, au profit d'une sorte de mise en concurrence entre des bases Internet, etc. Pareil pour les professeurs, mais je ne veux pas ouvrir ce dossier qui est douloureux pour nous tous. Donc ça fait donc partie du contexte futur tracés vraiment à très grossier, mais qui font qu'on dit aujourd'hui que peut-être seulement 30% des enfants d'aujourd'hui auront des emplois et que donc il va leur falloir beaucoup de créativité pour vivre dans une économie qui sera très différente, où il y aura une large part sans doute d'économie non marchande, d'entrepreneuriat social, hors des circuits directs de la monnaie, disons, mais avec beaucoup de valeur quand même, créer de la valeur en dehors de circuits monétaires, ce qui veut dire aujourd'hui que alors je vais me centrer maintenant sur ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire aussi de rendre compte d'une grande manifestation qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours entre le CNAM, INRIA et Cap Digital, qui s'appelait Décoder le code et qui a réuni un impressionnant écosystème associatif avec une participation importante de professeurs qui ont une sorte de double identité, pas le jour et la nuit, mais qui travaillent en informaticiens dans l'école et en professeurs dans des associations de formation à l'informatique. Je dis informatique sans ouvrir le débat pour des raisons que vous allez voir. C'est que ce tissu-là, il est aux portes de l'école et il prend en charge des enfants sous forme, donc, je ne vais pas les citer toutes, il y a à peu près une trentaine d'associations qui ont présenté leur activité et il y a Coding Goûter, Making Makers pour les plus petits, à partir de 5-6 ans, qui développent ce qu'ils appellent, moi je suis là en porte-parole, une culture de la programmation, c'est-à-dire comprendre qu'il s'agit de machines et qu'on apprend à les faire agir, découvrir le code et le traiter comme un objet de lecture qui demande de l'acribie, qui est pas simplement comprendre la nature et les limites, j'ajoute les limites de la pensée algorithmique, éprouver que l'informatique sert à fabriquer et surtout à fabriquer ensemble, qu'on a droit à l'erreur, que plus on fait d'erreurs, plus on apprend et plus la machine tournera bien, plus on acquiert aussi plus on intègre d'idées, plus c'est bien. Ce faisant, on entre dans une culture de la coopération, de la formation de pair à pair, de la contribution et de la transformation constante des objets et aussi d'une interrogation critique et du respect des matériaux, de leur forme, de leur mode d'existence et de la bonne façon de les traiter. Tout ça, c'est fondé sur des techniques très simples, avec de l'Arduino, par exemple, pour fabriquer des objets connectés dans une ambiance de jeu où les parents sont présents et où les parents apprennent avec les enfants. Ces pratiques-là, elles sont issues à la fois des cultures hackers, informatiques, mais aussi artistes, où on rencontre des designers, des scientifiques, et où les enfants se forment à une informatique qu'on pourrait dire frugale, qui les rend débrouillards,
c'est heureux, et puis leur ouvre un monde, l'expression est employée par une association, de bâtisseurs de possibles. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent? Pour être plus précis, je vais faire la synthèse du point de vue d'une vingtaine d'intervenants. Cette formation précoce agit sur les modes d'attention, sur la capacité d'autonomie et sur la valeur de la vie des groupes, et pourrait donc compenser certaines difficultés que rencontre l'école autour d'une sorte d'état de semi-décrochage permanent et de démotivation des enfants sur beaucoup d'activités. De 6 à 8 ans, ce que les instructeurs stimulent le plus, c'est la logique et la manifestation immédiate d'une efficience logique sur des objets visibles, sur des objets sensibles. On construit des expériences de référence et on commence à construire une base conceptuelle. De 8 à 10 ans, ce qui nous a été dit, c'est que les enfants travaillent très volontiers sur des projets, sur des choses relativement répétitives, mais ne continuent pas tout seuls chez eux. Donc il faut leur donner des chemins simples et c'est des vraies découvertes de méthodes qui commencent. Un peu plus grand, de 11 à 14 ans, l'engagement est très très fort, très passionné et peut continuer à la maison sans instruction. Mais avec une très forte concurrence avec la puissance de la vie sociale et des amitiés, et il faut trouver des projets qui combinent les deux, ce qui va plutôt bien. Et nous a-t-on dit, à partir de la 3e, on entre dans le dur, c'est une citation, et les enfants sont tout à fait capables de construire des systèmes domotiques complets, des systèmes intelligents. Alors, le bilan des valeurs qui sont attachées à cet enseignement précoce, à cette pratique précoce, le sens de ce que sont les langages, la beauté des matériaux et des machines, le plaisir de faire et de créer ensemble, et l'attraction que représente le fait d'avoir des résultats d'un travail collectif qui peut se reconfigurer et s'améliorer tout le temps. Bien sûr, la pédagogie de projet, comme vous l'avez dit, et puis aussi l'immersion des enfants dans les stratégies cognitives de leur époque. Et pour notre société, pour notre culture, on peut dire que les 3 valeurs de créativité, de solidarité, de réflexivité trouvent là un terreau favorable que l'école va reprendre ensuite. Mais on voit bien que on pourrait avoir, ce que disent aussi les ingénieurs, les chercheurs d'INRIA par exemple qui étaient là, mais d'autres, ils disent aussi avec Naturel qu'en formant très précocement des enfants dans cet esprit-là, on aura des ingénieurs très différents. Qu'on a là aujourd'hui des ingénieurs informatiques que je ne vais pas qualifier de brutes, mais on voit bien que si on avait des littéraires, des artistes qui soient plus générationnellement formés au code, on aurait une informatique différente. Et on aurait sans doute des aspects de sensibilité, de variété qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui. Et si on voit un monde où la robotique et l'intelligence artificielle prennent une part de plus en plus importante, il est bien évident que c'est un très gros enjeu sur la façon dont ces dispositifs seront conçus, utilisés, dont la part politique d'analyse de la domination sera faite, va dépendre beaucoup des profils et des sensibilités des ingénieurs qu'on va fabriquer, dont les chercheurs eux-mêmes disent qu'ils sont quand même quelque peu monoculture. Voilà. Donc ce que je voudrais dire aussi, sans parler, donc il y a une alliance vertueuse entre des associatifs et des professeurs, mais aux portes de l'école, on sait pourquoi. On sait pourquoi, bien sûr, je ne dis pas ça de façon agressive ou critique, c'est toute une histoire. Je finirai en disant qu'il y a par exemple, Bastien Guéry a fait une carte de France collaborative de toutes les personnes bénévoles qui sont engagées dans ce genre de choses et qui se proposent comme des ressources, hein, dans un esprit, voilà. Si on sait aussi que cette informatique-là va transformer non seulement les métiers, mais les disciplines et la façon de faire de la recherche, va modifier les frontières entre les disciplines, on voit bien qu'il y a une importance à commencer très très tôt. Voilà, je m'arrête ici en excusant si j'ai été longue. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, le dernier intervenant de la première table ronde avant le débat, M. Riconneau. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je représente la fusion du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences. Donc, c'est Claudie Ignoré qui avait été invitée à parler donc de l'éducation numérique en dehors de l'école, en fait. C'est-à-dire que c'est la posture des musées. Donc, je vais ne faire, en fait, qu'illustrer ce que ma prédécessrice vient très très bien de formuler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique dans un musée, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi le jeu vidéo, c'est aussi donc la fabrication numérique, c'est-à-dire qu'on parle tout à l'heure, on parlait de la première révolution du numérique qui était donc effectivement l'irruption de l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, il y a la possibilité avec ce qu'on appelle les imprimantes 3D, de fabriquer directement un objet, c'est-à-dire de le concevoir, de le fabriquer. Donc là, on est dans une deuxième révolution. Donc effectivement, en tant qu'institution muséale qui co-contribue à la diffusion de la culture scientifique et technique, je vais vous parler en fait de l'évolution d'un de nos espaces qui a été donc depuis 2001 un lieu dédié aux apprentissages du numérique. Donc en fait en 2001,
C'était le déploiement en fait de ce qu'on a appelé les espaces publics numériques. Donc il y en a eu 5000 en France, donc qui étaient des lieux diffusés sur l'ensemble du territoire national, qui avaient pour vocation justement de divulguer l'alphabétisation du numérique. À l'époque, on parlait donc des fossés, des fractures numériques. Il y avait plusieurs labels au sein d'Univers Sciences, donc à l'époque à la Cité des Sciences. Donc on avait fait une exposition en 97 sur Nouvelle Image, Nouveau Réseau. Donc on a ouvert, avec l'aide de la Caisse des dépôts et des consignations, donc une cyberbase, et on a contribué en fait à l'ouverture de 500 cyberbases et à former à peu près 1500 animateurs. Il y a effectivement aussi des mots-clés que j'ai soulignés là. Donc il y a des animateurs en fait qui ne sont pas des formateurs, qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont des nouveaux passeurs en fait pour faciliter ces apprentissages de base concernant donc ces nouveaux outils que sont l'ordinateur ou les imprimantes 3D. Donc en 2005, grâce à des financements donc européens, FEDER, donc on a transformé l'espace public numérique. Les missions de fossés numériques, on continue à les remplir, c'est-à-dire que ces fossés, ces différentes fractures sont loin d'être comblées, c'est-à-dire que on a encore, nous, des personnes qui viennent, qui font 50-60 km pour apprendre encore à utiliser un ordinateur, savoir ce que c'est qu'un logiciel de base. Notre vocation aussi, c'est de ne pas mettre l'accent sur un logiciel particulier, mais bon, ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Donc, à la fois, donc, on essaye de populariser l'informatique propriétaire et l'informatique libre, donc ce qu'on appelle les logiciels libres, où l'utilisateur a un peu plus de responsabilité, un peu plus acteur sur ce qu'il va faire. Donc, je ne reviendrai pas sur les cultures numériques. Effectivement, depuis 2005, donc on peut dire que notre espace, donc étant devenu un carrefour numérique, donc était un lieu où les artistes, les créateurs, donc avaient aussi la possibilité donc de montrer ce qu'ils faisaient. Et donc depuis 2005, on est passé, on va dire, de la réduction des fossés numériques où on apprenait aux personnes à surfer, là, à créer des vagues. C'est-à-dire créer des vagues, c'est quoi? C'est créer des sites web, c'est créer des blogs, c'est créer un certain nombre d'outils collaboratifs. Et depuis 2013, en fait, avec l'irruption de la fabrication numérique, donc grâce en fait principalement au MIT qui a réfléchi au concept de Fab Lab, donc Fabrication Laboratory, on met à disposition donc de nos visiteurs en fait des imprimantes 3D, des découpeuses laser en fait qui leur permettent maintenant, à partir de leurs besoins propres, de leurs besoins quotidiens. Et qu'est-ce que ça peut être ce besoin quotidien? Je casse la poignée de mon frigidaire. Plutôt que de racheter un frigidaire, je vais dessiner moi-même la poignée qui va être exactement adaptée à ma main ou à celle de ma famille. Et puis je vais choisir le matériau et je vais la fabriquer avec une imprimante 3D ou avec une découpeuse laser. Donc ça, c'est un petit peu pour rendre concret la démarche projet, C'est-à-dire quelque part, tout à l'heure en parlant de jeux vidéo, on a organisé l'année dernière la première convention des joueurs Minecraft. Donc Minecraft, c'est un jeu, c'est un espèce d'immense Lego où les visiteurs peuvent jouer en réseau ou jouer seuls, donc à construire en fait des environnements. Mais vraiment, quand on dit construire, donc il faut qu'ils fabriquent une scie pour couper l'arbre, après pour découper une planche. Donc il y a toute une démarche qui est assez itérative et qui est assez intéressante, C'est quelque part, il faut que de plus en plus on aille sur la colline de l'utilisateur, que ce soit un enfant, et que de plus en plus en fait on se rende compte effectivement qu'avec ces outils, il y a vraiment un copartage, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Tout à l'heure, on parlait effectivement donc des smartphones, de tous ces dispositifs où, en apparence, donc ces jeunes utilisateurs ont des habiletés que des personnes plus anciennes n'ont pas. Et tout l'intérêt, effectivement, c'est que maintenant, les rôles se mélangent un peu plus, Il y a vraiment de la cogénération de contenu à partir de besoins propres. Donc, ce que je voulais illustrer à travers trois expériences qu'on continue en fait à gérer, donc c'est quelque chose qui se développe au niveau mondial. C'est un projet qui s'appelle One Laptop per Child. C'est des machines en fait qui sont très très bon marché. Le problème des smartphones en fait, c'est que tout est invisible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de quoi est constitué un smartphone, on ne voit pas la boîte noire qu'est un smartphone. Donc c'est pour ça que quelque part c'est encore intéressant d'utiliser les bons vieux ordinateurs, même s'ils deviennent de plus en plus présentables, de plus en plus designés, pour justement garder cette beauté de l'objet technique. Un objet technique, en fait, il a un certain nombre de composants et c'est intéressant, comme de démonter une montre, de démonter un ordinateur pour comprendre quels en sont les principaux constituants, si on veut avoir des utilisateurs plus responsables et plus partie prenante dans les choix donc, de nos sociétés, Donc cette initiative elle a lieu ce week-end, c'est-à-dire que régulièrement, donc nous on fait venir des personnes de cette association, donc qui viennent justement
montrer comment, avec des ordinateurs donc très basiques, avec une informatique libre aussi, quoi, on a une nouvelle forme d'échange entre parents et enfants autour de cet outil. Deuxième expérimentation pour les adolescents. L'idée, c'est sur la thématique des jeux vidéo. Vous savez qu'aujourd'hui, la pratique culturelle, une des pratiques culturelles numériques les plus importantes, tourne autour des jeux vidéo, quoi. C'est de les rendre bêta-testeurs. Bêta-testeurs, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité sur des jeux en fait qui sont en train d'être créés, quoi. C'est de donner leur avis à toutes les étapes de conception du process. Et actuellement, donc, on a un travail de résidence avec le Conservatoire national d'art et métiers, de doctorants, qui travaillent sur un nouveau type de jeu vidéo. Et en fait, nous, on implique nos visiteurs comme voilà bêta-testeurs. Ils peuvent donner leur avis. Et ils reviendront dans un mois pour se rendre compte effectivement que leurs propositions ont été prises en compte ou pas et pourquoi elles n'ont pas été prises en compte. Donc, ce type de démarche-là, voilà, c'est des pistes concrètes que je vous donne sur, effectivement, l'éducation numérique. Ça passe, effectivement, par rendre vraiment les futurs éduqués, quoi, plus partie prenante, plus acteurs, plus contributeurs et leur vraiment donner plus de place en tant que bêta-testeurs, mais aussi grâce aux réseaux sociaux, donc ils peuvent contribuer. C'est-à-dire qu'on leur demande à chaque fois qu'ils font une expérience comme celle-ci, c'est d'en rendre compte, c'est de communiquer, c'est de documenter ce qu'ils ont fait. S'ils fabriquent un objet comme un drone dans un Fab Lab, c'est d'expliquer les étapes, ce qu'ils ont appris, comment ils ont appris en réseau, et comme le disait aussi ma prédécessrice, je n'irai pas plus. Troisième expérimentation, qui est très récente, donc on parlait beaucoup de design, c'est ce qu'on appelle des loon shares. Bon, le mot français n'est pas encore bien stabilisé. En fait, c'est réunir des adolescents, c'est leur mettre à disposition tout un tas de matériaux recyclés et c'est de faire du surcyclage, c'est-à-dire c'est construire quelque chose qui a des qualités et qui a un contenu beaucoup plus riche que les matériaux de départ. Un loon share, c'est pendant 48 heures en fait des jeunes qui se réunissent par équipe de 3 et qui vont fabriquer donc des mobiliers. Donc là, vous avez un exemple de ce qui a été réalisé là, il y a 2 semaines. Et ça aussi, c'est des nouvelles formes de pratiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les hackathons. Donc, c'est-à-dire ces espèces de marathons sur 3 jours et 2 nuits sur un week-end, où on réunit des adolescents sur la fabrication de quelque chose. Le week-end dernier aussi, on a fait le Space App Challenge. Donc, c'est la NASA en fait qui a mis ça en place. Qu'est-ce que c'est qu'un Space App Challenge? C'est de réunir des jeunes aussi, à qui on dit, ben voilà, la NASA va primer une application, un service, un produit, un dispositif qui pourrait être utile pour la conquête spatiale. C'est-à-dire qu'on les met en position donc d'être chercheurs, d'être contributeurs. Donc il y a eu une vingtaine de propositions, on en a retenu une qui a gagné le premier prix là, donc pour ceux qui étaient à la CD Sciences, puisqu'il y avait des participants aussi à Toulouse, à Bordeaux et au monde entier, c'était une serre flexible pour la planète Mars. Voilà, exemple de projet. Pour conclure, qu'est-ce que je dirais, c'est qu'effectivement, donc, ce qu'il y a d'important aujourd'hui dans l'éducation numérique, c'est qu'effectivement, ça dépasse le strict cadre de l'alphabétisation du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est qu'un smartphone. C'est intégrer effectivement tout ce qui se passe autour des jeux vidéo et les nouvelles formes de pratique et d'apprentissage qu'il y a derrière les jeux vidéo, qui servent vraiment de nouveaux moteurs en fait pour permettre donc des acquisitions de base dans toutes les disciplines, quoi. Deuxième élément important, c'est de considérer en fait l'éduquer, c'est quitter la position frontale de l'enseignant qui est la source unique d'un savoir ou de savoir-faire ou de savoir-être, quoi. Donc c'est vraiment faire davantage un pas l'un vers l'autre, quoi. Et c'est vraiment l'idée de cogénération de contenu, quoi. Donc de faites-le vous-même, de plantez-vous, mais c'est tant mieux, et on continue à avancer. L'idée, en fait, quelque part, que le muséa, et je conclurai là-dessus, c'est de se dire que ce qui serait bien, et demain, c'est que chaque visiteur, en fait, d'une institution muséale ou à l'école, quoi, puisse tous les jours, en fait, apporter sa pierre, laisser une trace de ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est remixer en permanence les champs de savoir, y mettre sa touche personnelle. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. C'est parfait. Et maintenant, je donne la main à M. Kaufmann pour animer le débat. Nous avons un petit quart d'heure pour débattre. Merci, Monsieur le Président. Extrêmement difficile à résumer vu la densité de vos divers exposés. Et j'ai retenu 4 points pour ouvrir le débat. Le premier, c'est que le monde numérique requiert une approche holistique. Ça traite des technologies et de sciences, mais également des aspects juridiques, éthiques, sociétaux et surtout économiques. Il faut comprendre le positionnement des acteurs, les Google et autres, pour mieux
comprendre les risques. Donc, premier point, une approche holistique, dans une logique pluridisciplinaire. Et dans ce contexte-là, une première question qui me vient à la tête, un terme que j'ai lu plusieurs fois, est-ce qu'il y a en France un risque d'illettrisme numérique? Quelles sont les urgences en fait par rapport à tout ce qui a été exposé? Quels sont les rythmes auxquels il faudrait avancer pour répondre à l'ensemble des points que vous avez soulevés? Donc, première question. Et notamment, on a parlé d'éducation versus approche sécuritaire. Personnellement, je suis tout à fait dans cette logique-là. Il y a la question des temps, néanmoins, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes ne sont pas éduqués au numérique et donc les risques sont là. Deuxième point que j'ai retenu, c'est celui de la connaissance, celui du développement de l'esprit critique. On pourrait dire que trop d'informations risquent de tuer la connaissance, et je pense que c'est un risque réel. On est inondé par de l'information dont on a du mal à évaluer la qualité par ailleurs. Et on a du mal à bien comprendre quels sont les mécanismes qui permettent de transformer cette information en connaissance. Parfois, cela est fait de manière automatisée. On parle d'algorithmes de big data, mais on ne sait absolument pas quels sont les objectifs réels de ces algorithmes sous-jacents. Et donc, risque que cette information, à chaque fois plus importante dans le web, tue la connaissance, tue l'esprit critique, tue la capacité créative. Et troisième point, donc c'est une question, est-ce que ce risque est réel ou pas? Troisième question que j'ai retenue, c'est celle des méthodes, et je pense qu'il est assez clair qu'il faut des méthodes intégrées, ça a été dit, des méthodes nouvelles. Je vous avais parlé des Fab Labs, il y a également les Living Labs, c'est-à-dire des endroits où les usagers vont partager avec des créateurs de nouvelles technologies et donc concevoir ensemble les usages futurs. Donc ça me paraît essentiel de penser à ces nouvelles méthodes intégratives en mode projet. Cela a été répété plusieurs fois et me semble également un point important. Se pose donc la question des programmes pour arriver à mettre en place tout cela. Et derrière les programmes, donc avant les programmes même, les objectifs. Et je pense que cela requiert une conception transversale, à savoir qu'il faut mettre en place l'ensemble des objets, l'ensemble, pardon, des acteurs. Certes, le monde académique, les chercheurs, les industriels, bref, il faut une vision d'ensemble pour arriver à construire ces programmes-là. Le dernier point que j'ai retenu en lien avec le précédent, c'est la problématique de la formation des enseignants et donc des diverses approches, notamment en termes de formation continue, pour avoir les forces vives nécessaires pour mettre en place ces programmes. Et donc, encore une fois, la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, par rapport aux délais qui s'imposent, avoir ces forces vives à disposition. Donc, je reprends ma première question, si vous me le permettez, et qui est-elle? Moi-même, je ne sais plus. Oui, voilà. C'est est-ce qu'il y a un risque réel d'illettrisme numérique en France? Et si oui, quelles seraient les actions à mettre en place en urgence? Voilà, qui veut répondre à cette question? On appuie sur le bouton rouge. Bouton rouge, c'est toujours le bouton rouge, ça va familier. Bonjour, Gérard O'Carroll, de l'Académie des technologies. Je voulais revenir sur 2-3 points. Pas exactement en réponse à la question que l'ami Hoffman vient de poser, mais à d'autres, compte tenu de ce que j'ai entendu. Faire 3 remarques et puis ensuite vous dire ce que vont faire à l'Académie des technologies sur le sujet. Première remarque, c'est Madame Bizot, son nez de l'intervention de Madame Bizot. Certes, je suis d'accord pour qu'on inculque le numérique ou l'informatique dans toutes les phases de l'éducation. Simplement, il y a deux choses qui m'ont quand même surpris beaucoup dans ce que vous avez dit. C'est que vous avez qualifié d'abord l'informatique comme une branche des mathématiques. Alors ça, c'est absolument faux. C'est historiquement faux. C'est avant tout des marchés, des technologies, avant d'être une branche des mathématiques. D'accord? Et justement, ça pose peut-être quelques problèmes, mais c'est totalement faux. Donc, s'il vous plaît. La deuxième chose qui m'a fait bondir aussi, si je me permets, vous avez dit, dès lors que le numérique était passé d'une technologie à une culture, ça valait le coup de l'enseigner. Alors moi, je me suis dit, en tant que président de l'Académie des technologies, je vais abandonner, je vais démissionner, je vais essayer de me faire embaucher à l'Académie des arts et belles lettres. Peut-être que je serai mieux à mon aise dans cette affaire. C'est pas vrai. Quand on dit des choses comme ça de la part de, je suis désolé, madame, de vous le dire directement, quand on dit des choses comme ça de la part de l'inspecteur de l'éducation nationale, général de l'éducation nationale, vous êtes responsable des pertes d'emplois qui sont en train de se faire.
Hein, c'est pas la culture elle est indispensable, mais c'est la technologie qui crée de l'emploi. Je suis obligé de le dire, et je le dis fortement en tant que président et ancien industriel, parce que les industriels ne sont pas là. D'accord ? Troisième point aussi sur lequel je voudrais insister, c'est sur les effets de peur que vous avez suggérés. Il y en a assez, les effets de peur. Je suis désolé, on est sans arrêt en train d'agiter des peurs. Je suppose que j'étais au XVIIIe siècle, j'aurais pu inventer des tas de peurs aussi, je veux dire, qui ne sont pas très différentes de celles qu'on a maintenant, etc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je veux dire, il faut employer justement, éduquer, donner aux gens les matières et les moyens de maîtriser. Alors en fait, on a plaidé pour le numérique, historiquement et techniquement, je suis désolé, j'ai 30 ans, 40 ans de carrière dans le numérique, dans l'informatique, en tant qu'industriel, en tant qu'universitaire, ça me donne quelques légitimités pour m'exprimer. D'accord ? Donc le numérique, historiquement, c'est la liaison, c'est l'alliance entre l'informatique et les télécoms. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de télécommunications. Et pourquoi ? C'est que quand il a fallu transmettre de l'information numérique, qu'est-ce qui traite du numérique ? Par définition, c'est un ordinateur qui traite des chaînes de bits et qu'on discrétise l'information. C'est un ordinateur qui, par définition, traite. Donc, le problème qui s'est posé aux gens des télécoms à l'époque, c'était de dire on va pas s'appeler informaticien puisque le marché, on n'intervient pas sur le marché de l'informatique, on intervient sur le marché des télécoms. Donc, ils ont inventé le mot numérique. Du reste, il y a en gros qu'en France qu'on a inventé le mot numérique. On parle de digital à l'intérieur, mais le vrai, bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment, si on veut utiliser, je suis assez d'accord, le mot numérique, il faut bien penser que c'est informatique, c'est plus de télécom. D'accord ? Alors à partir de ce moment-là, on peut réfléchir à plusieurs points. Je voulais simplement faire ces précisions-là. Ce qui me paraît important, et l'Académie de technologie travaille sur le sujet, c'est pourquoi faire. Alors, quelles sont les finalités finalement de ces technologies ou de cette science, ou les deux à la fois, qu'il est nécessaire d'envisager, qu'il est souhaitable d'envisager pour former un enseignement qui va apporter à la fois du sens aux gens qui vont l'acquérir, mais aussi de la maîtrise et bien entendu de la compétence professionnelle ultérieure. Alors il y a plusieurs phases, je crois que c'est important de faire entrer l'usage de ces techniques. Il y a eu plusieurs phases, il y a des techniques, il y a un moment où on a automatisé le travail humain, lorsque bien entendu ça a fait changer la nature du travail. Mais on sait bien depuis l'invention du métier à tisser que quand il y a les révolutions industrielles, ça tue d'abord de l'emploi avant d'en recréer plus tard, et que globalement sur une centaine d'années on crée de l'emploi. Donc ça c'est pour la troisième dame qui a dit quelque chose là-dessus, le troisième interlocuteur. Ça a aussi permis de découvrir des choses nouvelles parce que la performance est inatteignable par les moyens humains traditionnels, notamment grâce à la simulation numérique. Et dès qu'on met ce qui nous semble important, c'est que dès qu'on rajoute le mot télécom, le rôle essentiel du numérique en ce moment, on le voit bien, c'est un rôle d'intégration de systèmes. Les grands enjeux qui se profilent à l'horizon, c'est de faire évoluer la société vers la rénovation d'un grand nombre de systèmes. Alors, ce grand système, c'est les systèmes de santé, parce qu'on sait très bien que, compte tenu du vieillissement global de la population, on va pouvoir rester tel qu'on est. Donc, il faut mettre en place des systèmes, disons, avec des capteurs un peu partout, et puis des bases de données sur lesquelles on va pouvoir faire de la prévision. Et tout ça, il va falloir l'intégrer, et le numérique est justement l'outil d'intégration. Et ça, c'est une dimension qui est absolument considérable, et sur laquelle va se baser toute l'évolution de la société future maintenant. Je peux dire la même chose sur le transport, je peux dire la même chose sur l'énergie, je peux dire la même chose sur l'environnement, je peux dire la même chose. C'est toujours le même principe. Donc il est absolument fondamental que dans l'enseignement, on ait ce profil, cette vision. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, certains nombre d'entre vous ont cité des éléments qu'il faudra enseigner, j'ai pas entendu du tout le terme modélisation de données, le mot données informatique, alors que dans l'emploi à l'heure actuelle de l'informatique, c'est à peu près 95% de l'emploi consiste à modéliser l'environnement dans lequel on est par des données numériques. D'accord ? Et ensuite d'appliquer dans cet environnement des opérations qu'on peut qualifier d'algorithmes, sauf que les algorithmes en question, en général, ils sont à 95% d'une simplicité publique. Et donc la difficulté, elle est dans la modélisation. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un outil important, un bagage très important que l'étudiant, l'élève, etc., devra transporter avec lui tout au long de sa vie.
Et s'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est ça. Et quand vous modélisez aussi un système. Donc il y a une vision système et d'interaction de composants qui est tout à fait fondamentale. Donc ça nous semble absolument totalement important d'introduire ça, parce que c'est la vie, c'est aussi la vie que font les informaticiens. Je veux dire, votre système de paye, je ne vais pas parler très longtemps, mais votre système de paye, il existe parce que vous avez modélisé ce que c'est qu'un salarié, la donnée d'un salarié dans un système informatique. Deuxième point, la culture du hardware, ça c'est tout à fait fondamental. On est en plus dans une période, on a vécu pendant 30 ans sur ce qu'on appelle la loi de Moore, sauf que la loi de Moore, elle s'arrête et que les 30 ans qui viennent vont pas du tout être la même chose. Donc tout ce qu'on a appris sur le hardware va probablement être faux dans les années qui viennent. D'accord? Donc ça veut dire en particulier, on est bien là sur une culture qui est une culture de l'innovation, madame, et pas simplement une culture en général, qui est là, c'est de comprendre, et je me dirais, j'insisterai sur le troisième point qu'a bien souligné Pierre Léna, qui est la formation. Le troisième point, c'est que tous les 10 ans, en gros, on a une révolution dans le monde de l'informatique qui est fondamentale. D'accord? Donc l'important, c'est de ne pas figer les choses dans l'enseignement, c'est de donner les capacités aux formateurs d'abord et aux élèves ensuite à accepter, à prendre en compte ces formulations. Parce que dans 10 ans, l'informatique qui existera dans 10 ans est absolument différente de l'informatique qui aura lieu maintenant. Hein. Et tout ça parce que la loi de Moore ne tiendra plus, que les matériaux comme le silicium seront changés, ce sera des matériaux de type vivant, etc., avec des modèles de calcul, là, mathématiques, qui sont complètement différents, l'introduction de probabilités pour avoir du calcul non déterministe, qui sont complètement différents. Donc la capacité, disons, du système éducatif global, et là je m'adresse à l'éducation nationale, à faire des manuels et à former des gens qui se renouvellent tous les 10 ans est fondamentale. D'accord? C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Recol, merci. On est dans une table ronde sur l'enseignement au milieu scolaire. Et on parlera dans la deuxième table ronde milieu... non, mais c'est bien scolaire. C'est préscolaire, d'accord. Et industriel, donc je partage pleinement certains des points. On y reviendra certainement, c'est ce que je veux dire, dans la deuxième table ronde. Madame, je ne sais pas si vous voulez répondre. Répondre globalement, c'est difficile. En réalité, je partage beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Je suis un peu surprise de l'agressivité avec laquelle vous les avez posées, étant donné que je ne pense pas que ce soit tout à fait contradictoire avec ce que j'ai dit. Moi, il me semble que... l'enseignement, c'est vrai, dans le cas, vous parliez de sciences dans le cadre peut-être du supérieur et de l'industriel. À l'école, il y a des réalités. Vous savez, on peut être expert d'une science, la connaître, et c'est pas mon cas en ce qui concerne l'informatique, hein, inutile de le rappeler, je suis professeur de lettres à l'origine, donc on peut être spécialiste d'une science, expert d'une science, pour autant on n'est pas forcément spécialiste de l'éducation et on n'a pas forcément la connaissance de ce qu'est le système éducatif aujourd'hui, ce que sont les élèves, leurs besoins. C'est la réalité d'un cadre scolaire, hein, et moi je pense que je n'ai pas la prétention ici de dire comment il faut enseigner et ce qu'il faut enseigner en informatique, même si je suis totalement convaincue qu'il y a un enseignement de l'informatique en tant que tel à introduire dans la scolarité des élèves, mais je pense que je suis quand même relativement bien placée pour savoir où en sont les apprentissages fondamentaux, ce qui est urgent et qui doit constituer le noyau et les grandes orientations en termes de curricula pour des élèves d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus définir les programmes comme une suite d'objets très précis, parce que, comme vous le disiez, l'évolution de la science fait que, de toute façon, beaucoup de choses qu'on fixerait aujourd'hui, demain, ne seraient plus valables. Donc, il faut compter sur deux choses. Un, la capacité du système scolaire à avoir une vision globale de où on veut aller, pourquoi on enseigne et ce qu'on veut enseigner. Et puis ensuite, de compter sur ce qu'on appelle la liberté pédagogique des enseignants, qui n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, mais qui est dans le cadre de ces axes et des objectifs fixés, l'enseignant peut développer, et ça nécessite beaucoup de formation. Et je suis d'accord pour dire que c'est aussi de la formation, et surtout peut-être aujourd'hui la formation continue, étant donné la rapidité des évolutions. L'enseignant, dans le cadre de sa liberté pédagogique, peut développer des méthodes, des pratiques, des continuités avec le périscolaire, parce que c'est très intéressant de savoir que ce sont toujours des enseignants, presque toujours des enseignants, qui sont dans ces associations. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'opposition entre l'école, qui serait un sanctuaire dans lequel on enseignerait de manière magique,
magistrale et extrêmement rigide des contenus d'enseignement, des savoirs obsolètes, mais que l'école, c'est bien d'abord, ce sont des enseignants qui transmettent à des élèves selon des méthodes, des pédagogies, qui peuvent tout à fait être des pédagogies actives et qui débouchent ensuite, peuvent ensuite être prolongées dans le cadre de l'école ou autour de l'école ou en partenariat avec des associations et des acteurs autour de l'école, qui peuvent être prolongées sous forme d'ateliers, d'expériences. Et ça c'est toujours fait. Simplement, avec le numérique, on peut le faire beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans le numérique, vous l'avez compris, c'est ce que disait Sophie Penn, c'est ce développement de possibilités de co-construction, de créativité, d'inventivité. Et c'est cette culture-là, et j'insiste sur le fait que parler d'informatique et de numérique, ça a du sens. L'informatique, c'est une chose, le numérique, c'est une culture. Et je maintiens ça, et je trouve intéressant. Et si j'ai parlé de culture, c'est précisément parce que c'était dans ces termes-là que vous m'aviez sollicité, que vous m'aviez demandé d'intervenir. C'est cette idée de culture au-delà simplement de l'enseignement d'une science, de culture du numérique. Qu'est-ce que ça implique comme façon de travailler, façon de créer, façon d'aborder le savoir, façon de produire le savoir. Qu'est-ce que ça a comme conséquence dans nos habitudes et dans nos modes voilà. Donc, moi, je pense pas qu'il faille opposer l'un à l'autre. Je pense que c'est deux problématiques différentes et qu'il faut savoir les articuler simplement en toute sérénité et sans agressivité dans nos débats. Merci. Donc, dans l'ordre, Madame la vice-présidente. Je ne voudrais pas intervenir parce que je suis là, à faire comme si j'étais là-bas. Très rapidement. Moi, j'ai été surprise de la tonalité générale de notre conversation, parce qu'il y avait à la fois des propos assez théoriques et puis assez événementialistes, et puis une réalité d'un passé et un idéal du futur. Or, la vraie question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce qu'on fait au présent? J'ai le souvenir, quand j'étais plus jeune, il y a une trentaine d'années, d'avoir eu quelques amis qui étaient enseignants en philosophie en classe terminale et qui commençaient à s'intéresser en tant que philosophes en classe terminale aux hypertextes et à utiliser l'informatique. Ils étaient rentrés dans ce processus-là. Ils avaient eu des vacations pour travailler là-dessus, constituer un groupe de travail, et puis ça ne s'est jamais développé. Donc l'éducation nationale fonctionne, et l'enseignement supérieur, fonctionne souvent par expérimentation qui n'aboutissent pas. Parce que le système ne le prend pas en compte, ne le prend pas en charge. Le système n'évolue pas avec les résultats des expérimentations en question. Ce qui fait que ces personnes sont parties faire autre chose, sont restées dans le monde éducatif, mais dans un dispositif un peu marginal dans lequel ils travaillent. Et moi, c'est ça mon souci, c'est qu'est-ce qui se passe devant l'élève. Et on a un problème, une difficulté par rapport à ça. La main à la pâte a été évoquée, ça a 20 ans. J'ai le souvenir également que c'est resté périphérique. Il a fallu la vraie puissance de prix Nobel, de gens de très haut niveau, qui l'ont un peu imposé, mais ça ne s'est pas généralisé. Il n'y a pas eu de généralisation de la pratique du modèle expérimental dans toutes les écoles primaires ou collèges. Heureusement, ça a continué. J'ai même eu une petite peur à un moment donné pour que ça s'arrête. Mais c'est cette idée que l'appareil éducatif, et je dis bien enseignement supérieur comme éducation nationale, a du mal à s'approprier et à généraliser les dispositifs. Et je vais aller un peu plus loin encore. Vous avez dit tout à l'heure que le bac S, il y avait la spécialité IES, qu'on allait élargir encore, et qu'il allait se passer plein de choses. Mais le vrai problème, c'est une logique je dirais, de classe, parce que tant que ce n'est pas passé par les bacs généraux, par le lycée général, ça ne diffuse pas. Or, nous, en Languedoc-Roussillon, depuis 3 ans, nous distribuons des ordinateurs à tous les élèves qui rentrent en seconde. Ça coûte 15 millions d'euros par an. Et grosso modo, là où ça marche, c'est avec les enseignants des lycées techniques et professionnels, et en particulier en zone difficile, qui ont parfaitement eux-mêmes intégré les approches pédagogiques nouvelles et l'intérêt que ça peut avoir. Et on a une pression qui nous arrive des parties, disons, plus aisées de la population, qui grosso modo nous expliquent que l'ordinateur, ils s'en fichent, ils en ont déjà tous un à la maison, et que ce n'est pas le sujet, et qu'ils font déjà des choses en réseau, en connexion, ce qui est faux. Parce que dans la classe, ils demandent aux élèves d'aller travailler
faire leurs groupes et leurs exposés en utilisant l'informatique et les bases de données du monde et l'Internet, mais ils ne s'en servent pas comme outil pédagogique. Et c'est cette difficulté compliquée de voir des choses qui se sont passées en 30 ans, qui ont marché, qui ont fonctionné, qui ont fait la preuve, et ça ne se généralise pas. Et ça se généralise, on n'est plus dans la demi-vie là. On est dans la vie entière. Il faut une génération entière pour que ça change. Donc, quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est l'institution qui n'accepte pas que la percolation par le bas, et qui ne suppose qu'il faut passer par le dispositif, on va dire, les plus aisés et les plus considérés pour que ça fonctionne? C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc, ce qui a été évoqué tout à l'heure, le fait que ça soit ça bascule, ça devienne une généralisation, mais ça ne se fera pas uniquement sur la base du volontariat de ceux qui sont chargés d'appliquer. Il faut aller jusqu'au bout. Et donc être porté jusqu'au bout. Il faut qu'il y ait un discours public. Alors, le politique, on peut le faire, mais on ne peut pas le faire tout seul. Hein, il faut une institution qui monte et qui commence à le dire. Pour moi, c'est un vrai souci. Je suis scandalisée par le fait qu'on ait encore des profs qui nous disent que les ordinateurs qu'on achète aux gamins, ça n'a aucun sens. Je peux vous assurer que les gosses, dans les lycées professionnels, les lycées techniques, et même la partie technologique des lycées d'enseignement général, quand on leur donne leur ordinateur à l'entrée en seconde, il y en a qui ont les yeux qui brillent. C'est magique pour eux. Mais malheureusement, un certain nombre de profs ne s'en servent pas. Vous avez entièrement raison. Vous avez décrit exactement la situation à la fois de difficulté, mais en même temps, on en a totalement conscience, puisque le fait même d'inscrire dans la loi ces choses-là, dans la loi, et j'espère dans les programmes, puisque c'est bien, ça fait partie de la commande du ministre au Conseil supérieur des programmes, c'est bien une volonté politique très forte. Pas simplement de généraliser des choses qui se font de manière empirique dans les classes, mais d'en faire une obligation. Si c'est dans la loi, c'est une obligation. Simplement, comme l'a dit Pierre Léna, vous savez, la culture, elle évolue plus lentement. Il ne suffit pas de décréter ou d'obliger, il faut ensuite accompagner, former, légitimer. Ça fait des années que dans ma discipline, j'essaie de donner une légitimité en valorisant les enseignants qui le font, en allant dans les classes autant que possible, hein, voir les expériences et énormément de choses se font avec l'informatique et le numérique, même en lettres. Il ne s'agit pas simplement du correcteur d'orthographe, il s'agit de nouvelles façons d'écrire, de lire en société, de lire de manière en réseau, d'échanger, l'approche de l'erreur qui fait que quand on utilise des outils numériques, on a une approche dédramatisée de l'erreur. Toutes ces choses-là, ça existe déjà et il y a véritablement une volonté, un discours politique force de le généraliser. Mais ça ne peut pas se faire en 3 minutes. Il n'y a pas de procès. On va donner la parole à M. Devoix qui... Oui, mais bon. Oui, je voulais rebondir sur une chose que Gérard Rouquayrol a dite, que je partage tout à fait, qui est sur l'opposition qu'on fait, en fait, seulement depuis le romantisme. C'est une opposition relativement récente entre la culture d'un côté et la technologie ou la technique de l'autre. Et bien sûr, en valorisant les aspects culturels et en dévalorisant les aspects techniques. Vous avez même employé le mot de technicisme, ou pour rajouter un peu pour bien montrer que le mot technique est péjoratif, on rajoute un suffixe péjoratif en isme. En fait, on peut assez facilement comprendre cette opposition. La culture, c'est la maîtrise de la langue, et la technologie, c'est la maîtrise des machines. Et la technique, c'est la maîtrise des machines. Et comme l'a rappelé, encore une fois, cette distinction, elle est récente, puisque en grec et en latin, le mot techné, le mot ars, signifie à la fois les beaux-arts et les arts et métiers. Et c'est seulement à partir du 19e siècle qu'on met d'un côté les beaux-arts, de l'autre côté les arts et métiers, et où on dit les beaux-arts, voilà, c'est pour les bons élèves, et les arts et métiers, c'est pour les mauvais élèves. Et comme l'a rappelé Pierre Léna, la naissance de l'informatique n'est pas du tout une branche des mathématiques qui s'est autonomisée, c'est pas du tout ça. La naissance de l'informatique, c'est précisément la rencontre d'un côté de la notion de machine et de l'autre de la notion de langage. On avait des machines avant, des machines à vapeur, qu'on pouvait faire fonctionner sans maîtriser un langage. Et puis on avait des langues, et des langues naturelles qu'on pouvait maîtriser sans utiliser de machines. Et puis tout d'un coup, hop, machine et langage, tout d'un coup, se nouent. Et c'est ça la naissance de l'informatique. Et le point d'entrée dans la pensée informatique, dans la manière spécifique de penser le monde dans lequel on vit,
c'est précisément d'abandonner cette opposition entre culture d'un côté, technique de l'autre, langue, machine, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même objet. Donc il y a un petit exercice oulipien qui consiste à, quand on écrit un discours, à remplacer chaque occurrence du mot technique par un mot culture et chaque occurrence du mot culture par le mot technique. On obtient en général un texte beaucoup plus intéressant où il y a beaucoup moins de poncifs, disons. Il y a parfois même quelques paradoxes, mais il faut apprendre à vivre avec ces paradoxes parce que c'est ça le monde dans lequel on vit. Et pour ça, peut-être la lecture de Michel Serres serait plus utile que celle de Stigler. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Et je crois que si on continue à penser le monde dans lequel on vit en opposant la culture et la technique, on est en train de penser le monde dans lequel on vit dans le paradigme du monde précédent. Très bien. Absolument. Oui, et on va clore ce premier débat. Deux mots là-dessus. Non seulement je ne les oppose pas, mais si bon, j'ai écrit des petites choses là-dessus, ça fait des années que partout, je dis le contraire. Je dis qu'on ne peut pas opposer technique et culture. Le mot technicisme n'avait rien à voir avec la technologie. C'était une entrée par l'outil que je visais par le mot technicisme, rien à voir avec la dévalorisation de la technologie. Non seulement je la dévalorise pas, mais en tant qu'humaniste, justement, je rappelle toujours qu'une technologie crée une culture. Et je suis entièrement... Alors, je comprends pas pourquoi vous avez... Enfin, peut-être que je me suis mal exprimée, mais c'est un vrai sujet, c'est précisément tout le sujet. C'est extrêmement intéressant comme débat. En un mot, ce n'est pas qu'une technologie crée une culture, c'est qu'une technologie est une culture. Non, mais on pourra discuter longuement. Je pense que ce débat est extrêmement important, sauf qu'il nous retarde. J'avais soulevé la question du plan d'action parce qu'il y a certaines urgences. On n'a pas nécessairement répondu à cette question. J'espère qu'on aura le temps lors du prochain débat. Et M. Léna avait demandé la parole, si vous me permettez, monsieur. Oui, moi je voudrais revenir à aujourd'hui, comme Mme Le Dain le souhaitait. Vous avez évoqué la main à la pâte. 18 ans, 3% des enseignants des classes primaires faisant des sciences, qui étaient pourtant dans la loi, pourtant au programme, pourtant dans le décret du socle commun, et on est passé en 30 ans à un tiers, en gros. Donc, c'est pas négligeable, mais c'est assez scandaleux que 2/3 de nos élèves sortant du primaire n'aient pratiquement jamais rencontré la science. Or, enseigner la science, c'est relativement facile par rapport au monde numérique et à l'informatique. Nous avons une longue tradition, beaucoup de grands noms, d'expériences, de manuels, etc. Là, on est devant un problème entièrement nouveau. Et à supposer qu'on le tranche dans le sens qui paraît peut-être le seul raisonnable ou le seul possible, interdisciplinarité, tous les professeurs entrent dans cette formation. Et on ne crée pas, en tout cas pas tout de suite, de corps spécialisé de professeurs. Hein? Bon. Admettons ceci. Quelle est l'ampleur de l'action à faire pour obtenir une transformation globale du système par la formation continue ? Monsieur Ricono, Madame Penn ont évoqué la richesse créative des associations, des projets de toutes sortes qui fleurissent. Mais ils ne sont pas à l'échelle du problème posé. De même, la main à la pâte, il y a 20 ans, avait des associations, petits débrouillards ou autres, qui faisaient des choses admirables. Hein. Mais simplement, l'ampleur du problème posé, c'était 320 000 enseignants à transformer. Devant l'objectif de transformation qui est plus compliqué, puisque là on est dans l'interdisciplinaire, alors que s'il s'agit d'un domaine de disciplinaire classique comme les sciences ou les mathématiques au moment de l'introduction des maths modernes, on était dans un domaine relativement ciblé. Donc on a à faire face à l'interdisciplinarité et on connaît les réticences des professeurs sur ce point. Donc ma question, elle est simple, et je l'adresse à Madame Bizot, mais je sais que vous n'avez pas la réponse, Madame. Donc je l'adresse aussi d'une certaine manière à la représentation nationale. Hein. Quels moyens faut-il mettre en place pour transformer en 10 ans, mettons, l'objectif c'est 10 ans, la pratique de 320 000 instituteurs de primaire et de 300 000 enseignants de collège et lycée, hein, quels moyens faut-il mettre en place? Comment s'appuyer sur l'enseignement supérieur pour le faire? Est-ce que les écoles supérieures du professorat sont capables de le faire aujourd'hui? Personnellement, j'en doute, puisqu'ici même, avec les spécialistes qui sont autour de la table, nous serions probablement bien embarrassés pour dessiner un programme de formation. Ça suppose des expériences, des préparations. Donc, je ne peux pas imaginer que vous n'ayez pas déjà réfléchi à cette question en termes de coûts
et de volume et de gestion de l'outil. Mais à mes yeux, après ces 20 ans de main à la pâte, vous avez eu la gentillesse de rappeler, madame, et l'échec relatif que vous avez rappelé aussi, c'est la question centrale. Nous n'aurons pas de mal à trouver à l'INRIA, dans les associations, à Universcience, autour de ce colloque avec Cap Digital, dans l'industrie, à l'Académie des technologies, nous n'aurons pas de mal à trouver les experts qui construiront les processus de formation continue, qui construiront les outils. Mais ça a un coût. Voilà. Merci beaucoup. Et nous allons passer à la deuxième table ronde. Et je vais être obligé, en tant que président, d'être beaucoup plus strict sur le temps de parole, 10 minutes par intervenant. Donc le premier intervenant, c'est Monsieur Chesneau. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, je vais me recentrer sur les problèmes de risque et je vais prendre la casquette de directeur d'école et d'ingénieur. Donc, je vais parler des ingénieurs. Pour moi, le risque du numérique, il se situe à 3 niveaux. Il y a d'abord un risque pour chaque citoyen, et ça c'est le problème de l'école primaire, c'est-à-dire qu'effectivement il faut qu'il y ait une sensibilisation au risque de l'utilisation du numérique, les ravages que peuvent faire Twitter, Facebook, etc. Bon, donc ça c'est vraiment à l'école que ça doit s'apprendre. On pourrait l'introduire de façon un peu plus forte dans le B2I, mais bon. Ça, c'est pas mon domaine. Après, il y a un autre risque qui est important pour la France, qui est le risque dans les entreprises du piratage, etc. C'est-à-dire du comportement dans les entreprises des employés, des cadres de haut niveau. Et là, effectivement, les écoles d'ingénieurs sont complètement concernées par ça, puisqu'il y a à peu près, d'après le ministère, puis je connais les chiffres, 48 000 diplôme de Grand Master en sciences et technologies et que le diplôme d'ingénieur en représente 34 000. Donc ça fait quand même un gros bout. Si tous ces gens-là, que ce soit ingénieur ou master, étaient vraiment compétents sur les risques numériques, on aurait fait un grand pas. Et ça, c'est possible. C'est possible. Il y a un outil qui s'appelle le C2I2MI. Moi, j'aime bien ces trucs-là parce que ça marche. Le C2I2MI, c'est le certificat Internet informatique niveau 2 des métiers de l'ingénieur. Vous avez 5 grands domaines, dont 2 qui sont spécifiques au métier d'ingénieur. Et le domaine numéro 4, ça s'appelle explicitement maîtrise de la sécurité de l'information et des systèmes d'information. Donc, aujourd'hui, c'est pas obligatoire. Si on diffusait cette compétence chez tous les grades master en sciences et technologies, il y a le piratage industriel, certainement, en prendrait un coup. Et après, il y a un troisième niveau alors là, c'est à l'État de dire quels sont ses besoins, qui est de former des experts en sécurité informatique. Donc 3 niveaux différents, un niveau pour toute la population, un niveau pour tous les cadres qui sont dans les entreprises en sciences et technologies et qui sont la richesse de demain. Je veux dire, c'est la réindustrialisation de la France, c'est quelque chose de très important. Et puis après, il y a le niveau d'experts. Il nous faut des experts en sécurité informatique. Et peut-être de façon un peu plus structurée que d'aller embaucher le super hacker qui vient de craquer le système pour le retourner. Et c'est sûr que c'est certainement un des meilleurs, il sera très très bon, mais et là, il faut savoir combien il faut en former. Et les établissements de l'enseignement supérieur, si on leur passe une commande, elles sauront le faire. Il n'y a pas de souci. Donc pour moi, c'est ça les 3 niveaux. Donc, et je veux juste dire que on ne fabrique pas des ingénieurs, on les forme. C'est les voitures qu'on fabrique, pas les ingénieurs. Merci. Vous voyez, j'ai été court. Merci, je partage tout à fait votre point de vue. Monsieur Daouex, vous avez la parole. Merci, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, merci pour votre invitation. C'est en fait la 2e fois que vous m'invitez dans cet office parlementaire pour parler d'informatique et bizarrement, c'est la 2e fois que vous m'invitez pour parler des risques informatiques. Et donc, cette question est importante, bien entendu. Il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Donc, je propose que la prochaine fois, vous m'invitiez pour parler de la joie de faire de l'informatique et qu'on ne parle pas uniquement des aspects négatifs, mais également de tout ce que l'informatique nous apporte dans notre vie quotidienne, dans notre vie intellectuelle, dans notre système industriel, etc. Cela dit, la sécurité informatique est un exemple intéressant parce qu'elle s'appuie, comprendre la sécurité informatique s'appuie sur des
énormément de connaissances fondamentales en informatique. Donc je vais juste en énumérer un petit nombre. Il faut absolument comprendre, pour comprendre la base des questions de sécurité informatique, ce qu'est un flux d'informations, c'est-à-dire quelle information se déplace sur un réseau, sur un graphe, de quel point à quel point et de quelle manière. Donc cette notion de flux d'informations est essentielle. Il faut maîtriser les outils logiques de modélisation, c'est-à-dire quand on veut modéliser une politique de sécurité, par exemple, on a besoin d'outils qui sont essentiellement issus de la logique des prédicats, la notion de réécriture, etc. Donc qui sont des notions fondamentales d'informatique. Il faut avoir une très bonne connaissance de l'architecture des machines, parce que la manière dont les machines elles-mêmes sont fabriquées permet ou ne permet pas un certain nombre d'attaques. Donc par exemple, on pense aux attaques par débordement de buffer. Bon, il y a des machines qui sont protégées contre ça, d'autres non. Bon. Alors il faut bien entendu comprendre les notions de réseau, comprendre les notions de routage d'informations dans les réseaux, comprendre la manière dont ces réseaux sont structurés, etc. Et il faut comprendre aussi des notions de complexité algorithmique, puisque par exemple toute la cryptologie repose sur le fait qu'il y a des algorithmes qui sont efficaces et d'autres qui sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre ou qui sont impossibles à résoudre par des algorithmes efficaces. Et donc on s'aperçoit qu'en prenant le problème par le petit bout de la lorgnette, si je peux me permettre, qui est cette question de la protection de nos systèmes d'information, de nos infrastructures françaises contre des attaques malveillantes, mais on s'aperçoit que pour donner une réponse adéquate à ça, il y a vraiment besoin d'avoir des cadres, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les spécialistes, c'est l'ensemble des cadres de l'industrie et essentiellement l'ensemble des personnes qui travaillent dans l'industrie, qui doit avoir une connaissance relativement approfondie de notions fondamentales de l'informatique. Alors on peut se demander qui est prêt et qui n'est pas prêt parmi ces cadres à faire face à une attaque malveillante. Et j'ai regardé un petit peu de diverses formations. Alors, si on regarde les masters d'informatique, les étudiants qui ont été à la fac et qui ont fait de l'informatique à la fac, on peut dire qu'ils sont relativement bien préparés. Alors, j'imagine que Philippe Marquet va nous expliquer que ce qu'on fait en licence, c'est ce qu'on devrait faire au lycée, et ce qu'on fait en master, c'est ce qu'on devrait faire en licence. Mais il a tout à fait raison. Mais cependant, on peut dire qu'avec un niveau licence, nos étudiants de master, finalement, se débrouillent pas si mal. Moi, j'envoyais mes étudiants de master à l'école polytechnique en stage à l'étranger. Mes collègues me disaient toujours merci de m'avoir envoyé ton étudiant de licence. Alors, sinon, non, c'est un étudiant de master, mais bon, ils arrivaient quand même, ils ont un bon niveau de licence, nos étudiants de master. Alors, plus inquiétant est le cas des écoles d'ingénieurs. Aujourd'hui, enseigner la sécurité informatique à nos ingénieurs qui sortent, je prends l'ingénieur standard, je ne prends pas les ingénieurs spécialistes en informatique, mais aux ingénieurs qui sortent de nos écoles d'ingénieurs, c'est à peu près comme enseigner le calcul différentiel en CE1. C'est-à-dire, on a des gens qui n'ont pas du tout les connaissances de base que j'ai mentionnées et qui sont complètement imperméables à toutes les questions de sécurité parce qu'ils ne comprennent pas les bases de l'architecture, des outils logiques de modélisation, etc. Alors, enseigner le calcul différentiel en C1, c'est possible, mais ça demande plusieurs étapes. Il faut d'abord apprendre les 4 opérations, puis il faut apprendre la notion de fonction, etc. Et puis, au bout de quelques décennies, on arrive à faire un peu de calcul différentiel. Donc, c'est possible, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce qu'on a pris du retard, et donc un exemple de ce retard est le fait qu'on enseigne l'informatique en classe préparatoire depuis l'an dernier. Et je m'en réjouis, c'est un grand progrès. Mais on s'est aperçu qu'on a mis 2 heures d'informatique en classe préparatoire scientifique, les classes préparatoires qui s'adressent aux ingénieurs. Ah, mais on a oublié de mettre des profs. Ah bon, donc il n'y a pas de profs. Bon, donc alors on a dit on va prendre des profs de maths, on va les former. Bon, on a dit oui, pourquoi pas. Après tout, les profs de maths en prépa, ils sont très brillants, on peut les former. On les a formés 3 jours. Donc j'attends qu'en prépa, on nomme des profs de maths qui ont fait 3 jours de maths, par exemple. Ça serait surprenant. Bon, après, dans les écoles d'ingénieurs, on pourrait dire ils vont rattraper ce retard. Donc ils ont déjà pris un retard à la maternelle, un retard à l'école primaire, un retard au collège, un retard au lycée, un retard en prépa. Mais on va peut-être arriver à rattraper ça en 1 an ou 2. En fait, dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, ce qui est obligatoire, et là j'exclus l'ENSIMAG, etc., il y a quelques écoles vertueuses malgré tout, mais si on prend les écoles d'ingénieurs standards, en général, on fait 30-40 heures d'informatique, bon, c'est-à-dire on fait un tout petit peu le B à bas. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'illettrisme, je crois qu'il faut parler d'analphabétisme, c'est-à-dire quand on ne sait pas faire que B et A, ça fait bas, on n'est pas illettré. Illettré, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de lire un texte court qui est en rapport avec sa vie quotidienne et en le comprenant. Là, on n'est pas du tout à ce niveau-là. On est en train de dire est-ce qu'on sait assembler un A et un B pour faire bas. Alors, il y a quand même un certain nombre de raisons d'espérer. La première, c'est, vous savez, qu'en 1530, la Sorbonne refusait d'enseigner le grec.
Et elle voulait enseigner que le latin, à moins que ce soit le contraire, mais je suis tout à fait sûr. Bon, c'est pas grave. Les profs de grec ont créé une autre école qui s'appelle le Collège de France et qui, 4 siècles, 5 siècles plus tard, bon, finalement, vit pas si mal. Et ce n'est pas la seule situation où des réponses ont été données à une déficience de notre système d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire. Par exemple, l'Académie des sciences a été créée au XVIIe siècle, précisément parce que, toujours la Sorbonne, voulait bien enseigner le grec ce coup-ci, puisqu'on l'enseignait en face de la rue, donc ils se sont dit on va enseigner le grec quand même. Bon. Mais après, ils ne voulaient pas enseigner les sciences, donc on a dit bon, on va faire l'Académie des sciences. Mais après, l'université a enseigné les sciences à partir du XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, ils ont dit ah non, pas la technique, on veut bien enseigner les sciences, mais pas la technique. Bon, c'est pas grave, il y a une nouvelle réponse qui a été donnée, c'est les grandes écoles, à partir de l'école des Ponts qui a été créée au milieu du XVIIIe siècle. Donc, on a aujourd'hui le même processus, qui est que, hors de nos écoles d'ingénieurs, se créent des écoles, 42, Saint-Plon, etc. Microsoft veut former 300 000 ingénieurs en informatique en France, c'est très bien qu'ils le fassent. Et on a, dans cette idée d'une réponse non institutionnelle, alors qui peut passer par des associations, qui peut passer par des écoles privées, etc., peut-être la possibilité que certains jeunes Français, un jour, comprennent un peu d'informatique. Et puis, on a un deuxième grand espoir, c'est l'immigration. Puisque au moment où, en France, on discute de savoir si il faut former aux usages, ou toiletter le B2I, on se demande s'il faut créer une discipline ou non. Bon, les Finlandais commencent à apprendre l'informatique par la programmation, qui est une des voies d'entrée dans l'informatique. C'est pas la seule, mais c'est une des voies d'entrée principales quand même, à 7 ans. Donc, une solution, c'est d'aller chercher en Finlande des ingénieurs qui pourraient venir travailler dans les entreprises françaises. Et bien sûr, la Finlande n'est pas seule. Le Royaume-Uni, la Bavière, la Tunisie, la Chine, l'Inde, j'en parle même pas, la Corée. Donc on pourrait aller chercher nos ingénieurs là-bas au lieu de les former ici. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à INRIA, puisqu'il y a 2 ans, le nombre de doctorants non français a dépassé le nombre de doctorants français. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 doctorants. Un qui est français, même s'il a une double nationalité, et l'autre qui n'est pas français. Donc nous savons donner par l'immigration une réponse au problème de défaillance de notre système éducatif. Alors, il y a une deuxième question dans l'intitulé de la table ronde qui est intéressante, qui est la formation tout au long de la vie, de la formation dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, il ne serait pas inutile que tous nos ingénieurs suivent une vraie formation en informatique d'abord et en sécurité informatique ensuite. Et cette question de la formation tout au long de la vie nous demande à nouveau un changement de paradigme qui est le passage du 5+2 au 4+1+2. Donc le 5+2, c'est une évolution qui s'est passée entre le 19e siècle et aujourd'hui. Au 19e siècle, si vous relisez Germinal, à la fin du 19e siècle, donc vous savez que les ouvriers travaillaient 7 jours par semaine. Ils travaillaient le dimanche compris, sauf le dimanche matin qui était réservé pour aller à la messe. Mais donc on travaillait les 7 jours de la semaine. Et puis petit à petit, avec le développement du droit du travail, on est passé à une semaine de 5 jours, et puis il y a 2 jours qui sont réservés à des activités familiales, aller au supermarché, etc. Donc on est passé d'une organisation 7 jours de travail à une organisation 5 jours de travail plus 2 jours de week-end. Penser la formation tout au long de la vie, c'est passer à une autre organisation hebdomadaire, qui est de passer à 4 jours de travail, 1 jour pour se former et 2 jours de week-end. Et c'est vraiment un changement d'organisation des entreprises vers lequel on doit aller. Si on va des 35 heures aux 32 heures, ou même si on reste à 35 heures, on peut travailler 9 heures dans la journée. On peut faire 36 heures en 4 journées de 9 heures, et puis du coup se garder le mercredi ou le jeudi pour continuer à étudier. Et c'est comme ça qu'il faut se poser la question de la formation tout au long de la vie. Quand je discute avec mon DRH, il me dit on va faire des formations de 2 jours. À la formation des conflits, où on va faire 1 heure d'anglais, ou un truc comme ça. Et je lui dis, mais 2 jours, c'est pas un peu court? Elle me dit, non, bah, ok, on va faire 3 jours. Mais c'est pas du tout ça qu'il faut penser. Il faut penser à une véritable organisation du temps qui permet un temps de respiration, peut-être hebdomadaire, pour se former. Alors bien sûr, ce que je vous donne là, c'est un horizon utopique. On ne va pas y arriver en 3 minutes, mais déjà dire qu'on se réserve une demi-journée, par exemple, ou on se réserve une demi-journée tous les 15 jours pour se former de manière régulière, pas de manière ponctuelle, et le paradigme dans lequel il faut commencer à penser. Alors, je dis ça demande une réorganisation des entreprises, mais ça demande aussi une réorganisation des universités, qui aujourd'hui ne proposent pas des cursus qui peuvent se suivre comme ça 1 journée par semaine ou une demi-journée par semaine. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que l'enseignement en ligne,
désigne aujourd'hui par le mot MOOC, même si le mot MOOC lui-même commence à devenir ringard. Donc je vais utiliser l'enseignement en ligne pour parler des MOOC, alors qu'ils soient massifs, qu'ils soient open, qu'ils soient fermés, qu'ils soient pas massifs, etc. Peu importe. Donc les différents types d'enseignement en ligne proposent déjà une possibilité de se former de manière régulière à son propre rythme. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'a pas obligé de se coordonner sur le rythme de l'université, qui est parfois un peu contraignant, même au Conservatoire national des arts et métiers, mais on peut avancer à son propre rythme. Et ça, c'est important, et ça veut dire que les MOOC, l'enseignement en ligne, a une importance fondamentale dans cette idée d'enseignement tout au long de la vie. D'ailleurs, les MOOC qui sont prévus pour l'enseignement tout au long de la vie, ils sont tout à fait différents des MOOC qu'on prévoit en formation initiale. Alors pourquoi ils sont différents? Parce qu'en formation initiale, on pense qu'il est bien que les étudiants de temps en temps aient l'université. Les collégiens, par exemple, les parents sont assez réticents à les laisser devant leur ordinateur, à suivre des cours toute la journée en vidéo, pendant que les parents vont travailler, puis ils les retrouvent en pyjama le soir devant le... Non, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent que les enfants aillent à l'école socialiser. On peut socialiser sur Facebook, mais pas uniquement. On peut aussi socialiser à l'école, et c'est bien. Et donc, en revanche, quand on pense à des formations en ligne pour la formation tout au long de la vie, le fait que la formation soit entièrement en ligne, c'est-à-dire qu'elle soit entièrement autonome, que ce ne soit pas une pédagogie mixte qui mélange des MOOC et du présentiel, est essentiel, parce que c'est ça qui donne l'autonomie aux travailleurs de se former sur son temps libre ou sur le temps que son employeur dégage pour qu'il se forme. Et cependant, les études empiriques qui ont été faites sur l'enseignement en ligne nous montrent que c'est les étudiants les plus autonomes, c'est-à-dire c'est les étudiants qui ont déjà fait le plus d'études dans leur formation initiale, qui sont le plus à même d'utiliser des cours en ligne. Et bon, c'est pas si difficile. Enseigner, c'est quelque chose de douloureux. Le mot travail c'est le même mot que le mot torture. Donc, on sait que ça fait beaucoup souffrir d'apprendre des choses. On peut pas apprendre des choses sans souffrir un tout petit peu. On peut le faire dans la joie, mais c'est une joie mêlée de souffrance. Et donc, bien entendu, les gens qui n'ont jamais pratiqué ça, on peut leur donner tous les cours en ligne, ils vont les regarder 5 minutes. Bon. Au contraire, la focalisation, la concentration que demande l'apprentissage, il faut l'apprendre dans la formation initiale. Et donc même si on pense en termes de formation tout au long de la vie, je voudrais conclure sur le point que rien ne remplace la formation initiale, et en particulier, alors, rien ne remplace la formation initiale en général, mais je crois que rien ne remplace la formation initiale en informatique. Et si on commence les formations en informatique comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire après le bac ou à bac plus 3, ou à bac plus 2, enfin à bac plus 3, pardon, en première année d'école d'ingénieur, ou à bac moins 1, c'est-à-dire en terminale. On marche sur le mauvais pied. C'est-à-dire l'informatique, ça doit s'apprendre depuis la première classe de maternelle, avec bien entendu des enseignements adaptés. On n'enseigne pas exactement de la même manière en première année de maternelle qu'en troisième année à l'école polytechnique, même si les étudiants ont le même niveau. Il faut quand même adapter un tout petit peu la pédagogie au public. Mais quand on pense de cette question de l'enseignement de l'informatique, de l'enseignement à la culture numérique, c'est important de penser les enseignements précoces, parce que c'est eux qui déterminent tout le reste. Merci, Monsieur Levesque, et vous avez la parole, Monsieur Marc. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, donc, je vais traiter de l'enseignement supérieur en informatique et à la sécurité. Donc, l'enseignement supérieur en informatique, aujourd'hui, on a une filière d'enseignement de l'informatique qui fonctionne très bien en termes de flux. Il y a de nombreux étudiants qui suivent ces formations, qui fonctionnent très bien en termes de débouchés. Donc, il y a de nombreux emplois proposés par l'industrie informatique, donc principalement des emplois de type ingénieur génie logiciel. Donc ces formations assurent des fondamentaux de la discipline, de l'informatique, avec un aspect technologique, un aspect évolution des technologies, sans toutefois rentrer dans des effets de mode. Donc on a une formation généraliste en informatique dans l'enseignement supérieur, que ce soit à l'université, dans les grandes écoles ou dans les écoles d'ingénieurs, à peu près similaires. Donc, en ce qui concerne la sécurité, il y a quelques spécialités de dernière année, donc dernière année de master, ou des spécialités qui sont proposées en master, donc en formation continue après des études d'informatique, des spécialités qui concernent les réseaux et la sécurité. Donc, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. À côté de ça, on a l'émergence de quelques licences professionnelles de niveau licence qui permettent à des étudiants de travailler dans la mise en œuvre de qualité ou de sécurité dans les systèmes d'information. C'est des choses qui sont également nécessaires. Donc si on fait un petit résumé, aujourd'hui, on a quelques personnes qui sont formées à l'informatique. On a très peu de spécialistes formés à la sécurité parce que c'est quelque chose qui est complexe et qui demande une solide formation préalable à l'informatique. Donc on ne peut pas faire ça
directement. Et on a la grande majorité du public qui passe à l'université qui n'est pas formé ni à l'informatique, ni bien entendu à la sécurité informatique. Alors demain, en l'absence de changement majeur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des modules sur ces questions de sécurité pour les informaticiens. Donc ça, c'est une proposition de l'ANSSI, dont on reparlera sans doute tout à l'heure. On peut faire ce genre de choses. On peut ajouter aussi une sensibilisation à la sécurité pour tous. Donc c'est quoi? C'est sensibiliser aux usages, donner des avertissements, ce que j'appelle des règles boîte noire. C'est-à-dire des règles boîte noire, on va donner des entrées, voilà ce qu'il faut faire, des recommandations, et en conséquence, vous obtiendrez ces bénéfices. Donc typiquement, c'est des choses qui sont très liées aux usages. C'est assurez-vous quand vous voulez transmettre une information de type confidentiel, bien qu'il y ait bien un petit cadenas vert qui est affiché sur l'URL de la page que vous consultez. Mais ça, s'approprier ces choses-là sans compréhension sous-jacente, c'est difficile. On ne comprend pas quel est le lien entre le fait qu'il y ait un cadenas vert là et puis le fait que les informations vont circuler de manière sécurisée. Il n'y a absolument rien. Donc on est aujourd'hui dans cette situation parce que les étudiants sont analphabètes à l'entrée de l'université. En gros, les élèves sont analphabètes à la sortie du secondaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire demain? Alors on va prendre je vais prendre le parallèle avec une autre science, donc typiquement la biologie et les sciences naturelles. Donc il existe des problèmes de sécurité qui sont liés à la santé, à l'alimentation. Donc on peut prendre un exemple, c'est par exemple des campagnes de prévention liées au surpoids et à l'obésité. Donc chacun au collège a reçu une formation en biologie et en sciences naturelles. Chacun a compris le mécanisme de l'alimentation, le fonctionnement de l'appareil digestif. Et donc chacun n'est pas forcément à même de mener une analyse complète, d'avoir une compréhension de toute la complexité de la chaîne de cause à effet entre ce qu'on mange et puis les conséquences que ça a. Mais chacun peut faire le lien entre des recommandations qui seraient faites par la Haute Autorité à la Santé et puis les objectifs de santé énoncés. Donc chacun peut s'approprier ces recommandations de sécurité. Donc les exemples, typiquement, c'est manger moins. Chacun comprend bien que les quantités de calories vont être liées directement à la prise de poids, que le manger mieux, on peut distinguer les apports en fonction des ratios de protéines, lipides, glucides, etc. Qu'une activité sportive ou une activité physique va avoir une influence sur la perte de poids. Donc ça, c'est une culture générale dans le domaine, permet de ne pas voir ces recommandations comme des boîtes noires ou comme des choses magiques, mais avoir une appropriation par chacun de ces recommandations. Donc il en est de même, par exemple, pour la pollution et la compréhension qu'on peut avoir de l'effet de particules fines sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire, sur l'inflammation des bronches et des conséquences à plus ou moins long terme, ou des choses de ce type-là. Alors si on revient à l'informatique, donc si on suppose qu'il y a une connaissance de base de l'informatique qui passe par un enseignement au collège, mettons, comme pour les autres disciplines, comme la biologie, la science naturelle, comme pour la physique, la chimie, qu'est-ce qu'on peut avoir demain? Donc demain, dans le supérieur, pour les informaticiens, on va pouvoir les former vraiment à la sécurité. C'est-à-dire qu'on pourra leur fournir les aspects théoriques dont parlait Gilles Lowec tout à l'heure, qui sont conséquents, de cryptologie, de cryptographie. On pourra leur fournir aussi une compréhension fine du fonctionnement des réseaux et des systèmes, une maîtrise technique et ces compétences qui pourront les utiliser tous les jours dans leur vie professionnelle d'informaticien. Donc on aura une formation générale de tous les informaticiens à la sécurité, quelque chose de profond. Si on suppose un bagage à l'entrée dans le supérieur, en fonction de la discipline, en fonction des débouchés professionnels, en fonction des métiers, on pourra aussi avoir une formation à la sécurité informatique à partir de ce bagage. Donc typiquement, pour des métiers du droit et de la justice, on pourra avoir des formations sur des aspects liés à la sécurité des usages numériques, les nouveaux usages, les futurs usages. Donc on en a parlé tout à l'heure, on méconnaît à peu près tout. On pourra former les gens dans des cursus de philosophie aux aspects de sécurité liés à une éthique du numérique, aux futurs usages. On pourra former les gens dans des cursus comme la santé, la médecine, l'aéronautique, le commerce, la finance, également à des modules spécifiques liés à la sécurité informatique concernant leur discipline. Voilà pour cette table ronde sur l'éducation au numérique organisée à l'initiative d'Anne-Yvonne Ledin, députée socialiste, et par le sénateur UMP Bruno Sido. Tous les deux planchent sur un rapport qui concerne la fracture numérique, un rapport qui leur a été confié par l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous pouvez bien sûr toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 pour des auditions de la commission d'enquête sur l'écotaxe poids lourds. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.